Un fruit capable d'empoisonner un éléphant, et pourtant cette femme en fait son repas quotidien. Non seulement ça, mais elle force même ses 4 beaux enfants à en manger. Tous les villageois la croyaient folle, mais contre toute attente, la mère et les enfants étaient tous sains et saufs. Suite à un accident, Suigreque a été transportée d'un monde apocalyptique dans le corps d'une paysanne. Elle était encore une jeune fille, mais à son réveil, elle était devenue la belle-mère de 4 enfants. La famille était pauvre comme Job, et le père des enfants n'avait que son physique pour lui. Paresseux et insouciant, il passait ses journées à ne rien faire et avait vendu les bonnes terres de la famille pour s'offrir à boire et à manger. Heureusement, ses frères aînés l'ont découvert et l'ont forcé à garder 2 arpents de terre isolés. Suigreque ne voulait absolument pas revivre l'expérience de mourir de faim comme dans le monde apocalyptique. Elle a donc pris une ouée et sortie. Mais à peine arrivée à l'ouest du village, qu'elle entendit derrière elle la voix timide d'une petite fille. Suigreque s'arrêta et se retourna. Elle vit 2 enfants de 4 ans, pieds nus. Ils portaient une jarre d'eau et marchaient vers elle d'un pas chancelant. C'étaient les plus jeunes de la famille Liu, des jumeaux. « Pourquoi m'avez-vous suivi ? Mon 3e frère et moi, on est venus apporter de l'eau à maman. Si on ne boit pas, on n'a pas la force de travailler et on a mal au ventre. Ce n'est pas notre maman. » 2e frère a dit qu'il ne faut pas l'appeler maman. « Mais moi, je veux une maman. » Suigreque se sentit un peu désemparé. Mais Sanlang n'avait pas tort. Elle n'était que leur belle-mère après tout. Elle n'était pas leur vraie mère, et cela ne faisait que 2 jours qu'elle était arrivée dans la famille Liu. Il était donc normal que les enfants se montrent hostiles envers elle. « Donnez-moi l'eau et rentrez à la maison, tous les 2. » Sinyang hocha docilement la tête. Sanlang jeta un regard à Suigreque avant de lui tendre la jarre. « Allez, rentrez vite. » Sanlang prit la main de sa sœur pour partir. Mais Sinyang se dégagea de l'emprise de son frère et courut vers Suigreque. « Maman ? Tu ne vas pas t'enfuir, dis. » La petite fille leva la tête vers elle. Ses yeux innocents débordaient d'un désir d'amour maternel. Grand frère et 2e frère ont dit que quand la nouvelle maman verrait combien notre famille est pauvre, elle s'enfuirait à coup sûr. Mais elle ne voulait pas que sa maman parte. Leur vraie mère était morte en leur donnant naissance, à elle et à son frère. Depuis tout petit, ils n'avaient pas de mère, alors ils enviaient particulièrement les autres enfants qui en avaient une. Comment Suigreque aurait-elle pu résister à un regard si pur et si intense ? Elle s'accroupit et lui caressa la tête. « Sois sage, Sinyang. Rentre à la maison et attends-moi. » Sinyang va être sage. Je rentre attendre maman. Après avoir regardé les 2 enfants retourner au village, Suigreque remit la houe sur son épaule. Elle prit la jarre d'eau et continua sa route en remontant la rive de la rivière. Arrivée à l'entrée d'une vallée, elle tourna et s'enfonça dans la montagne. Ayant survécu de nombreuses années dans un monde apocalyptique, la recherche de nourriture était devenue un instinct pour Suigreque. Cette forêt qui s'étendait devant elle était à ses yeux un garde-manger naturel. En automne, les bêtes s'engraissent pour l'hiver et leur viande est la plus savoureuse. De plus, dans cette montagne, elle n'avait pas à s'inquiéter des attaques soudaines de plantes ou d'animaux mutants, ni à craindre que des zombies ne surgissent de nulle part. Cependant, Suigreque avait surestimé la force de son corps actuel. Elle n'était dans la montagne que depuis 10 minutes, que ses jambes se mirent à trembler. Elle s'empressa de trouver un grand arbre contre lequel s'appuyer. Elle but un peu d'eau pour reprendre des forces, le regard fixé sur les feuilles jaunies et sèches des branches. Elle avait même envie de les arracher pour les manger. Si ça continuait, la faim allait lui faire perdre la raison. Il fallait qu'elle trouve à manger, et vite. C'est alors qu'un bruissement se fit entendre à ses oreilles. Modèle. Il a aussitôt attrapé sa houe et s'est lancé à sa poursuite, mais la bête était bien plus rapide que lui. Suigreque ne pouvait que regarder, impuissant, le faisant bien gras s'envoler juste sous son nez. Laissant derrière lui une plume colorée, Suigreque, une fois de plus, maudit intérieurement Liuzi de tous les noms. Si seulement ce mari n'avait pas vidé la maison de toutes ses ressources, sans laisser un seul grain de riz, il ne serait pas si affamé au point de ne même pas pouvoir attraper un simple faisan. Puis il se dit que si c'était si dur pour un adulte comme lui, que devait-ce être pour les 4 enfants à la maison ? En repensant au regard plein d'espoir des enfants, son corps retrouva instantanément de la force. Il laissa tomber la plume et continua sa poursuite. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Il n'a pas attrapé le faisan, mais il est tombé sur un grand carré de taro. Le contact avec leur sève provoque de fortes démangeaisons. Les villageois d'ici ne savent pas comment les préparer et pensent qu'ils sont toxiques. Personne n'en déterre pour en manger, à moins de mourir de faim en période de famine. Suigreque prit sa houe et creusa un peu. C'était une variété à tubercules multiples, meilleure au goût. Le cœur rempli d'une nouvelle énergie, il a creusé sans s'arrêter, et en a sorti plus de 10 kilos. Il a ramassé du bois sur le champ, a creusé un trou et a fait griller les taros. N'ayant pas de briquet,
il a fait du feu en frottant du bois. Sous l'effet de l'intense friction, les aiguilles de pin se sont rapidement mises à fumer. SUYE a attendu le bon moment et a soufflé. Les aiguilles de pin se sont enflammées d'un coup. De peur de provoquer un incendie, il a aussi creusé une tranchée circulaire pour contenir le feu. Il a placé les tarots près du feu, les surveillant attentivement. Bientôt, une délicieuse odeur de nourriture s'est répandue. SUYE a ravalé sa salive, attendant que les tarots soient bien cuits. Puis, impatient, il en a attrapé un pour le manger. La texture était fondante et légèrement sucrée. Il en a mangé 5 ou 6 d'affilée. La sensation de brûlure dans son estomac s'est enfin apaisée. Il a gardé les 4 qui restaient pour les enfants. Il a éteint le feu avec de la terre, a repris sa houe et a continué de creuser. L'estomac plein, il avait récupéré 70 à 80% de ses forces. Il sentait vaguement que son pouvoir spécial se régénérait lentement. Les tarots déterrés formaient maintenant une petite montagne. À vue d'œil, il y en avait bien 25 ou 30 kilos. Il a trouvé quelques lianes dans les environs, a fabriqué un filet de fortune et y a mis tous les tarots. Ce n'est qu'alors qu'il a pris le chemin du retour. Sur la route du village, il a croisé des villageois qui travaillaient dans les champs. Ce nouveau gendre est vraiment à plaindre. Un si brave garçon, marié à ce bon à rien de Liu le troisième, est réduit à manger des plantes toxiques. C'est si triste. SUYE n'a pas prêté attention à ses regards de pitié ou de mépris. Il voulait juste rentrer vite à la maison pour voir comment allaient ses 4 enfants. Même s'ils avaient survécu jusqu'à présent sans personne pour s'occuper d'eux, SUYE était inquiet. Même à la fin du monde, il n'avait jamais vu d'enfant aussi maigre. Il a touché les 4 tarots encore tièdes qu'il gardait contre lui et a accéléré le pas. Alors qu'il se dépêchait de rentrer, avant même d'atteindre sa porte, il a entendu de loin des cris de colère et les pleurs paniqués des enfants. Le visage de SUYE s'est durci. Il a vu une foule attroupée devant sa maison. Liuzi, qui avait disparu depuis des jours, était pourchassé par plusieurs villageois et fuyait comme un rat. Liu Dalan et Liu Erlan se sont précipités devant Liuzi, essayant de bloquer les villageois menaçants. Mais leur père, au lieu de les arrêter, s'est jeté derrière ses fils pour s'en servir de bouclier. Et il les encourageait, Allant, Erlan. Défendez votre père. Mais c'était le pot de terre contre le pot de fer. Les 2 garçons frêles ont été violemment bousculés. Ils sont tombés lourdement par terre, le corps secoué de spasmes de douleur. Les jumeaux, un garçon et une fille, se tenaient sur le seuil, hurlant en larmes, « Ne frappez pas mes frères. Ne frappez pas mon frère. C'est normal de payer ses dettes. Si tu ne rembourses pas, on démolit ta baraque aujourd'hui. » Liuzi a détalé plus vite qu'un lapin. Malgré ses vêtements en haillons et ses gestes maladroits, ses sourcils acérés et ses yeux vifs trahissaient un esprit libre et indomptable. Les quelques villageoises qui observaient la scène se sont empressées de détourner le regard, de peur que quelqu'un ne remarque leur cœur qui battait la chamade. Liuzi, incapable de se cacher ou de fuir, vit une machette s'abattre sur lui. « Arrêtez !» SUYE a poussé un cri de rage, et de sa main, d'apparence si frêle, elle a saisi la poignée de la machette. L'Inherbao était stupéfait. D'où sortait cette paysanne qui osait intercepter sa lame? Avec une force surprenante, SUYE l'a projeté au loin, homme et machette compris. « T'es qui, toi? On est venu réclamer ce que nous doit le vieux Liu, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Ce n'est qu'à ce moment que Liuzi a bien vu la personne devant lui, et ses yeux se sont illuminés. Il s'est immédiatement caché derrière SUYE. « Ma femme, sauve-moi la vie. » Liuzi était abasourdi. L'Inherbao et ses hommes, venus recouvrer la dette, l'étaient tout autant. En voyant Liu Daerlan à terre, que personne n'aidait, ainsi que les jumeaux en pleurs. Une colère sourde monta en SUYE. Puis elle regarda Liuzi, qui ne montrait aucun signe de malnutrition. Au contraire, il avait une carrure robuste. Elle s'est dit que ce serait peut-être mieux si les créanciers réglaient son cas. Et c'est ainsi que, sous les regards stupéfaits de tout le monde, SUYE a envoyé valser Liuzi d'un coup de pied. Le coupable, c'est lui, pas un autre. C'est à lui qu'il faut réclamer votre argent. Voilà Liuzi, que vous pourchassiez depuis des heures. Et sa propre femme venait de le jeter dehors d'un coup de pied. L'Inherbao ne comprenait pas le jeu de cette furie. Mais l'occasion était trop belle. Il a immédiatement plaqué au sol un Liuzi encore sous le choc. Ligotez-le pour ne pas qu'il s'enfuit. Voici votre débiteur. Bien reçu. Ma femme, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis ton mari. On sort à peine du tribunal. C'est le magistrat en personne qui a officialisé notre union. SUYE. SUYE. Ah. Tais-toi. Pourquoi tu brailles comme ça? On dirait un porc qu'on égorge. Vous pouvez l'emmener. Mais ne le tuez pas n'importe comment. Et ne me l'estropiez pas. Vous avez vu la situation chez moi.
Je n'ai pas les moyens de le nourrir. Alors, s'il vous plaît, débarrassez-vous-en pour de bon. Espèce de garce, tu te fiches de moi? Chef, je suis très sérieuse. N'oublie pas qu'on doit le tuer. Tu veux vraiment échanger la vie de ce Liu contre ta dette? Sui-Yu a hoché la tête sans plus de cérémonie. Elle s'est tournée vers Liu Daerlan, toujours à terre, et a examiné les blessures des enfants. Ici, c'est chez moi. Nous ne sommes peut-être qu'une veuve et des orphelins. Mais moi, Sui-Yu, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je vous ai livré Liu Zi. Si vous osez encore semer le trouble devant ma porte et blesser ma famille, je risquerai ma vie s'il le faut, mais je vous entraînerai en enfer avec moi. L'un Herbao a compris qu'il ne fallait pas chercher cette femme et a eu envie de battre en retraite. Liu Dalan et l'autre étaient simplement trop faibles après avoir eu faim si longtemps. Une fois à terre, la tête leur tournait et ils n'arrivaient pas à se relever. À part quelques égratignures sur les bras, rien de grave. Sui-Yu a poussé un soupir de soulagement, prenant Long, qui avait le visage couvert de larmes et de morve. Elle a aussi attiré Feng à elle. Même si cette femme n'était dans leur famille que depuis 3 jours, à cet instant, les enfants ont senti qu'ils avaient enfin quelqu'un sur qui compter. Maman, on a peur. N'ayez pas peur, maman est là, d'accord? On l'emmène vraiment? Emmenez-le. Je ne vous en empêcherai certainement pas. Tout le monde est resté sans voix. L'un Herbao s'est souvenu comment il avait été repoussé d'un geste par Sui-Yu, et il se sentait encore un peu intimidé. Il ne voulait pas non plus avoir la réputation de s'en prendre aux femmes et aux enfants. Très bien, continuez votre petite comédie, vous deux. Je voudrais bien voir qui finira par pleurer. Liu Zi a été emporté comme ça, mais à chaque pas, il se retournait pour voir la réaction de Sui-Yu. Mais il a vu que Sui-Yu restait complètement impassible. On dit pourtant qu'une nuit passée en tant que mari et femme crée un lien pour 100 nuits. Comment se fait-il que ce couple n'ait plus aucun sentiment l'un pour l'autre? Et les 4 enfants Liu? Aucun d'eux n'est venu les arrêter. Tu voulais juste faire peur à notre père. Tu ne voulais pas vraiment que l'un Herbao et les autres le tuent, n'est-ce pas? Non. J'étais très sérieuse. Les 4 frères et sœurs Liu se sont regardés, consternés. Puis les 3 frères se sont mis à crier « Papa ». Ils se sont lancés à leur poursuite comme le vent. Malheureusement, ils étaient trop faibles. Au bout de quelques pas, leurs jambes flagolaient et la tête leur tournait. Peu après, ils sont tous revenus, la mine déconfite. En regardant la silhouette affairée de Sui-Yu, ils ne pouvaient que gémir doucement. Puis est arrivé le vieil homme Liu, qui revenait précipitamment des champs. Le père et ses 3 fils n'ont pas vu Liu Zi. Ils n'ont vu que Dalan et ses frères et sœurs, debout et tremblants dans la cour. Le vieil homme Liu a eu un mauvais pressentiment. Dalan, où est ton père? Dalan a regardé son grand-père et ses oncles devant lui. Puis il a regardé Sui-Yu à l'intérieur de la maison, ne sachant que dire sur le moment. Voyant que les 4 enfants ne disaient rien et ne faisaient que regarder à l'intérieur, le vieil homme Liu a fait un signe de la main. Les autres se sont approchés de la porte. La hutte de paille où vivait Liu Zi n'avait même pas de mur empisé. Cette masure se composait de 2 petites pièces. La cuisine était en plein air. C'était juste un foyer fait de pierres empilées, avec dessus une marmite ébréchée. À côté du foyer se trouvait une jarre vide. Il n'y avait même pas de cour clôturée. Il n'a fallu que quelques pas au vieil homme Liu et à ses 3 fils pour arriver devant Sui-Yu. Le vieil homme Liu avait déjà vu une fois cette épouse que son 3e fils avait ramenée. 3 jours plus tôt, ce vaurien de Liu Zi traînait dans la cour de la maison familiale. Il disait qu'il allait chercher sa femme en ville et avait emprunté 10 sapèques. Avec cet argent, il a loué la charrette à bœuf du riche voisin Wang pour aller la chercher en ville. Liu Zi n'avait tout de même pas oublié la présence de son père, l'aîné de la famille. Le gredin a amené sa nouvelle épouse à la vieille maison et s'est prosterné bien bas devant le vieil homme Liu. Yu Niang est arrivé ici comme réfugié, sans un sou. Elle portait de vieux vêtements qu'on lui avait donnés et était maigre comme un clou. Père. Grand frère, 2e frère, tonton. Et ce vaurien de numéro 3? Les 3 frères Liu lui firent un signe de tête. Il est parti rembourser ses dettes, pour rester poli. Le genre de type qui, même avec un seul sou en poche, l'utiliserait pour s'acheter une demi-assiette de cacahuètes. Rembourser avec quoi? S'il n'a pas d'argent, il paiera de sa vie. Si vous voulez le racheter, libre à vous. Mais ce sera avec votre propre argent. De toute façon, je n'ai pas un sou. Ne t'entête pas. S'il y a un problème, viens à la vieille maison, on en discutera tous ensemble. Le vieil homme Liu pensait qu'elle avait compris son intention. Qu'elle viendrait lui emprunter de l'argent pour racheter Liu Zi, ce qui le rassura un peu. Les 3 frères Liu en voulaient terriblement à Liu Zi. Voyant Sui-Yu se montrer inflexible, ils pressèrent le vieil homme Liu de rentrer manger. Le vieil homme Liu regarda la mère et ses 4 enfants devant lui et poussa un long soupir. Il est là ses fils et ils partirent.
SUYE les regarda s'éloigner. Puis elle se retourna vers les 4 enfants. Vous avez faim? Les 4 hochèrent la tête avec franchise. Elle aussi avait faim. Elle sortit de sa poche 4 tarots encore tièdes. Un chacun, pour vous caler un peu l'estomac. SUYE inspecta de nouveau la masure. Dans les 2 pièces, il n'y avait que des lits faits de planches de bois. Une literie dont on ne distinguait plus la couleur. Oubliez l'idée d'y cacher de l'argent. Même un rat n'aurait eu nulle part où se cacher. Heureusement, il y avait un foyer. Un wok en fer, une jarre à eau vide. Impossible de préparer un vrai repas. Il ne restait plus qu'à continuer de griller des tarots. SUYE alluma le feu avec dextérité. Les 4 enfants se tenaient derrière elle. Ils regardaient le tarot parfumé dans leurs mains en déglutissant bruyamment. Face à la nourriture. Ils avaient depuis longtemps oublié que leur vaurien de père avait été emporté par ses créanciers. Sanlan et Signan approchèrent le tarot de leur nez pour le sentir, se léchant les lèvres en regardant leurs 2 aînés. Dalan observait SUYE enfouir les tubercules sombres dans le feu, attendre qu'ils soient cuits, puis les en retirer. Elle arracha la peau, mit un morceau dans sa bouche, et ce n'est qu'alors qu'elle fit un signe de tête. À ses jeunes frères et sœurs impatients. Dès la première bouchée, les yeux de Sanlan s'illuminèrent. C'est si parfumé. C'est du tarot. Il a toujours été aussi parfumé, intervint soudain la voix de SUYE. L'ambiance se glaça pour les 4 enfants qui mâchaient leur tarot à pleine bouchée. Le visage d'Erlan se crispa. Il avait entendu les gens du village dire que le tarot était toxique. Qu'en manger provoquait une maladie étrange, déclenchant d'insupportables démangeaisons sur tout le corps. On finissait par mourir, la peau s'ulcérant à force de se gratter. Tout à l'heure, SUYE, qui avait observé leur manège prudent, comprit enfin les doutes des petits. Elle eut un petit rire et enfourna le reste du tarot qu'elle tenait à la main. La sève du tarot cru provoque des démangeaisons au contact de la peau. Il suffit de rincer à l'eau et ça part. Mais une fois cuit, il n'y a plus ce problème. Mangez sans crainte. Sur ce, elle enfouit d'autres tarots crus dans les cendres pour les faire cuire, et sortit ceux déjà prêts pour les empiler près du feu. Où est le seau? Je vais chercher de l'eau. On va nettoyer un peu la maison. SUYE ne pouvait supporter de passer ne serait-ce qu'une nuit dans cette maison si sale. Dalan termina son tarot en 2 bouchées, entra dans la maison et en ressortit avec un lourd seau en bois. Il demanda à Erlan de bien surveiller la maison, puis partit avec SUYE chercher de l'eau. SUYE portait le seau en bois et suivait le fils aîné. Il marchait en silence en direction du village. Il y a un puits dans le village, son eau est claire, fraîche et douce. C'est là que les villageois puisent leur eau. Mais comme c'est l'heure du déjeuner, il n'y a personne. Dalan attache habilement la corde à l'anse du seau. Il le jette dans le puits, le secoue un peu, et le seau bascule dans l'eau. Rapidement, il remplit tout le seau d'eau. Le garçon a l'air de peiner un peu. Le puits n'a pas de treuil pour aider, c'est juste un simple trou. SUYE s'avance, attrape la corde et, sans le moindre effort, remonte le seau. Dalan la regarde, surpris, tandis qu'elle soulève le lourd seau d'eau. Une lueur d'espoir apparaît sur son visage habituellement impassible. Elle remplit les 2 jarres en terre cuite qu'ils avaient vidées le matin. Elle nettoie l'autre seau en bois, le jette dans le puits, en imitant les gestes de Dalan. Après avoir puisé un autre seau plein, SUYE porte le seau d'une main et une jarre dans l'autre. Dalan serre la dernière contre lui. C'est sans doute la première fois qu'il peut rapporter autant d'eau à la maison. Un léger sourire innocent se dessine sur le visage du garçon, d'habitude si mature. Il n'était pas encore arrivé à la maison. Aïe! Ah! Et, doucement. Signan est tombée mais s'est relevée toute seule, s'essuyant le visage avec ses petites mains sales. Le visage barbouillé, elle rigole bêtement sans même sentir la douleur, et veut sagement aider à porter le seau d'eau. Voyant qu'elle n'est pas blessée, SUYE pousse un soupir de soulagement et refuse son aide. Elle lui dit de ne pas courir et de marcher lentement à ses côtés. Mais la petite n'arrête pas de bavarder tout le long du chemin, lui demandant tous les 2 pas si elle est fatiguée. SUYE répond patiemment à chaque question. Pendant ce temps, Erlan et Sanlan ont déjà nettoyé la jarre à eau vide. Les 3 frères n'ont pas beaucoup de force, d'habitude ils ne puisent l'eau qu'avec des seaux. Cette jarre n'a pas été utilisée depuis longtemps. SUYE y verse toute l'eau. Elle n'est remplie qu'au tiers. Il faudra encore 2 allers-retours pour la remplir. La maison est trop sale. Erlan, Sanlan, prenez les balais et balayez le sol. Dalan et moi, on retourne chercher de l'eau. Ah, et faites bouillir une marmite d'eau chaude. On lavera tout ça plus tard. Et pour les champs, les autres familles ont presque fini de semer leur blé, et nous, on n'a même pas commencé. Pour Dalan, rien n'est plus important que les semailles. Le temps est parfait ces jours-ci. Si on rate le bon moment, le blé ne poussera pas bien. Bien sûr que SUYE sait que c'est important de semer. Mais en ce moment, on n'a même pas de graines de blé à la maison. Comment veux-tu qu'on sème? Les semailles peuvent attendre.
On va d'abord nettoyer la pièce où on dort ce soir. Sur ce, elle remplit d'eau la marmite en fer sur le fourneau. Puis elle prend les seaux vides et repart vers le village avec Dalan. Signan, voyant que ses deuxième et troisième frères sont encore plantés là, prend elle-même un balai et commence à balayer la maison avec difficulté. Liu Erlan ne comprend pas cette belle-mère. Pourquoi tient-elle tant à ce que tout soit propre? Deuxième frère, si on ne lui obéit pas, tu crois que la belle-mère va nous frapper? Les deux frères échangent un regard, se rappelant l'air féroce de Sui quand elle a attrapé le couteau à une main tout à l'heure. Ils frissonnent et se mettent aussitôt à faire bouillir de l'eau, balayer le sol et nettoyer la table. Quand Sui revient après avoir rempli la jarre d'eau, le sol de la maison a déjà été balayé par les trois enfants. Dans la pièce principale, une table basse bancale a elle aussi été parfaitement nettoyée. Il ne reste que les toiles d'araignée en hauteur, que je n'ai pas pu enlever à cause de ma taille. Sui inspecta les lieux, plutôt satisfaite. Au même moment, l'eau dans la marmite se mit à bouillir. Elle sortit de sous le lit une vieille bassine en bois, lourde, et y versa l'eau chaude. Les quatre enfants furent lavés de la tête aux pieds. Il restait encore un peu d'eau dans la jarre. Sui prit aussi un peu d'eau chaude pour aller se débarbouiller dans la maison. Une fois sa toilette terminée, profitant du soleil, elle prit une hachette et monta sur la colline pour couper quelques branches. Elle en fit un étendoir rudimentaire et sortit les couvertures usées de la maison pour les faire sécher discrètement, afin d'enlever l'odeur de moisi et l'humidité. De tout l'après-midi, Sui ne s'arrêta pas une seconde. Elle s'affaira sans cesse devant et derrière la maison. Après avoir étendu les couvertures, elle retira la paille qui servait de matelas pour la faire sécher devant la porte. Ensuite, elle retourna à l'intérieur pour balayer les toiles d'araignée et gratter les murs. Le torchis tombait en cascade, et les murs s'amincissaient à vue d'œil. La qualité de cette maison. N'en parlons même pas en cas de forte neige. Une bonne averse suffirait à la faire s'écrouler. Mais quel genre de vie meniez-vous avant? Ce n'est pas une vie pour des êtres humains. Comment peut-on en arriver à vivre dans de telles conditions? C'est tout simplement incroyable. En entendant cela, les enfants Liu rougirent de honte et baissèrent la tête. Comme leur père, Liu Zi, ne s'occupait de rien, les pauvres enfants ne savaient pas comment prendre soin d'eux. Les autres enfants du village refusaient de jouer avec eux, les trouvant sales et malodorants. Même s'ils ne faisaient rien, ils se faisaient gronder rien qu'en s'approchant un peu trop des autres. Elle était un peu perplexe. Je ne leur ai pas parlé méchamment, pourtant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez où je peux trouver de la paille sèche? Pourquoi faire? Sui montra leurs pieds nus, puis ses propres sandales de paille usées qui menaçaient de tomber en morceaux. Dalan comprit. Les yeux d'Erlan, Sanlan et Signan s'illuminèrent aussitôt. Est-ce que leur belle-mère allait leur fabriquer des sandales de paille? Sui suivit Dalan et Erlan. Furtivement, ils arrivèrent dans la rizière du vieil homme Liu, fraîchement récoltée. On peut en prendre, ça ne pose pas de problème? Dalan ne dit rien, mais à la dextérité de ses gestes, on devinait qu'il avait l'habitude de faire ce genre de choses. Papa a dit que ce qui est à grand-père est à lui. Et ce qui est à lui est à nous, ses enfants. C'est tout à fait normal de prendre ce qui nous appartient. Sui était sans voix. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises que Liu Zi leur a mises en tête? Mais en voyant la grosse botte de paille qu'elle tenait dans ses bras, elle préféra se taire. Le trio, chacun chargé d'une grosse botte de paille, disparut des champs en un clin d'œil. La maison de Liu Zi était isolée. Ce n'est qu'en approchant de chez eux que le trio ralentit le pas. Erlan, ayant repris son souffle, accéléra pour rejoindre Sui. Tu vas nous faire des sandales? Tu sais tresser des sandales de paille? De nos jours, il n'y a que les anciens du village qui savent faire ça. Sui s'arrêta brusquement. Les deux frères qui la suivaient pilèrent net. Qu'est-ce qui se passe? Elle cala la paille sous un bras, libérant une main, et donna une petite tape sur la tête de chacun. Qu'est-ce que c'est tu par-ci, tu par-là? C'est très impoli. Vous devez m'appeler tante. Les deux garçons se figèrent, puis poussèrent un soupir de soulagement. Tante. Voilà qui est mieux. Aidez-moi à arracher la couche extérieure cassante, pour ne garder que le cœur le plus solide, d'accord? Les deux frères ont docilement mis la paille sous l'avant-toit. Ce sont des enfants très obéissants. Sui était secrètement satisfaite. En fait, leur demander de m'appeler maman. Non seulement ça ne leur plairait pas, mais elles-mêmes se sentiraient mal à l'aise. Le surnom Otatib était très bien. Sanlan et Signan, entendant du bruit, sont sortis. Sui a interpellé le frère et la sœur pour leur dire de l'appeler directement Otatib à l'avenir. Sanlan était un peu déconcerté. On ne devait pas vous appeler maman? Imbécile, Tatib sait très bien. On a déjà notre propre maman, nous. Qui voudrait appeler maman une femme qu'on ne connaît même pas? Sanlan, Signan, appelez-moi Tati. Tati.
Allez voir la paille qui sèche pour moi. Ne laissez pas le vent l'emporter, d'accord? Ayant reçu sa mission, Sanlan hocha la tête avec un sourire timide. Le cœur léger, il a pris un petit bout de bois en guise de bâton et s'est posté près du tas de paille pour le surveiller attentivement. Je veux maman. Je veux maman. Je veux maman. La petite sœur est trop jeune, on ne peut pas la raisonner. Ah. Suygre soupira doucement et fit un signe de la main au jeune garçon embarrassé devant elle d'aller s'occuper de la paille, pendant qu'elle tentait de calmer doucement le petit pot de colle accroché à sa cuisse. Elle peut m'appeler maman si elle veut. Ou Tati, peu importe. Qu'elle m'appelle comme elle le souhaite. Sois sage, d'accord? Signan est vraiment un bébé adorable. Elle lui donna une petite poignée de paille en guise de jouet. Reste assise tranquillement et ne cours pas partout. Une fois la petite installée, Suygre emmena les deux plus grands pour commencer à tresser des sandales de paille. Elle utilisa une hachette pour tailler quelques branches afin de s'en servir de support. Il faut d'abord tresser toute la paille en fines cordelettes avant de pouvoir les disposer sur le support pour en faire des sandales. Dalan et Erlan n'avaient pas beaucoup de force, les cordes qu'ils tressaient étaient très lâches. Ils ne pouvaient aider qu'à préparer la paille. Suygre devait faire tout le reste du travail elle-même. Suygre a passé tout l'après-midi à tresser de la corde. Les paumes de ses mains la brûlaient à tel point qu'elle a cru que des étincelles allaient en jaillir avant d'avoir fini de tresser toute la paille de la journée. Le soleil se couchait. Elle a enroulé les cordes pour les rentrer, puis a ramené à l'intérieur la literie et la paille bien aérée par le soleil. Elle a refait 2 lits. Dans la pièce principale, elle a enlevé la moitié des planches du lit. En ne gardant qu'un lit simple, l'espace s'est tout de suite agrandi. La table basse qui servait pour les repas fut placée au milieu de la pièce, la transformant en un espace de vie polyvalent. Les 4 enfants dormiraient dans une chambre séparée. Les planches de lit retirées de la pièce principale y ont été amenées. Le cadre du lit a été élargi pour que les 4 enfants ne soient pas à l'étroit en dormant ensemble. Le lit fraîchement fait dégager une odeur de paille et de soleil. Signan a grimpé sur le lit et y a fait une roulade. « Maman, c'est tout doux. » Pour le dîner, Suygre a préparé des tarots à l'eau. Il y avait encore beaucoup de tarots dans la montagne. S'ils les déterraient tous, ils en auraient assez pour manger pendant un mois. Pour l'instant, ils n'avaient pas à s'inquiéter de mourir de faim. Seulement, avec la température actuelle, il était impossible de conserver la nourriture. Il suffisait de les déterrer au moment de manger. La nuit, Suygre commença à tresser des sandales de paille à la lueur d'une torche. Les jumeaux bâillaient à s'en décrocher la mâchoire. Il leur dit d'aller se coucher. Mais les deux refusèrent, fixant avec envie les sandales de paille dans ses mains. Ils attendaient de pouvoir porter des chaussures neuves. Suygre était à la fois peiné et impuissant. Les villageois d'ici n'avaient aucune activité le soir. Pour économiser sur l'éclairage, ils se couchaient dès la nuit tombée. De plus, la famille de Liuzigia vivait dans un endroit reculé. La nuit, on entendait de temps en temps les hurlements des bêtes sauvages dans les montagnes. Dans cette ambiance, Dalan et Erlan se souvinrent enfin de leur père qui avait été emmené de force. Après avoir longuement hésité, ils finirent par prendre la parole. Mais à ce moment précis, Suygre venait de terminer la première paire de sandales de paille, parfaitement tressées. Celle-ci est pour Dalan d'abord. À ces mots, il reprit la corde de paille pour tresser la deuxième paire. Lui aussi était très fatigué de sa journée. Il comptait s'en tresser une paire pour lui-même avant d'aller se reposer. Dalan ravala la question qui lui brûlait les lèvres. Mais en voyant cette paire de sandales si solidement tressées, le jeune garçon les prit dans ses mains, ravi. Sous les regards envieux de ses petits frères et sœurs, il les plaça à côté de ses pieds pour voir la taille. La taille était parfaite. Erlan et le troisième frère étaient aussi très envieux. Mais sachant qu'ils auraient aussi la leur, ils attendirent patiemment. Malheureusement, Suygre ne fit que 2 paires cette nuit-là. Les 3 enfants durent donc retourner se coucher, déçus, attendant le lendemain avec impatience. Le lendemain, Suygre enfila ses nouvelles sandales de paille, mangea 2 tarots et sortit, une houe sur l'épaule. Il déterra rapidement 2 paniers de tarots et rentra. Pour l'instant, son objectif était de reprendre des forces au plus vite. Quant aux bêtes sauvages de la montagne, il attendrait d'être complètement rétabli et bien équipé pour les affronter de nouveau. À la maison, les enfants avaient déjà préparé le petit déjeuner. Ils n'attendirent que son retour pour commencer à manger. Ce détail surprit Suygre. C'était peut-être parce que c'était lui qui avait rapporté la nourriture, qu'il lui accordait tacitement le droit de la distribuer. La petite famille termina joyeusement les 4 kilos de tarots. Pendant le repas, la 4e se montrait parfois câline, lui demandant de lui donner à manger. Après le petit déjeuner, sous les regards pleins d'attente des 3 enfants, Suygre reprit la corde de paille et se remit à tresser des sandales. Il lui fallut toute la journée pour faire 3 paires de petites sandales,
et il en fit même une de plus, en taille adulte. Les enfants lavèrent soigneusement leurs pieds, enfilèrent leurs nouvelles chaussures et firent des allers-retours dans la cour. Le visage rayonnant de satisfaction, ils regardaient SUYE. Dans le regard de cette belle-mère, une lueur de tendresse apparut inconsciemment. Erland, lui, regardait la paire de sandales en trop. « Tati, je peux prendre ces chaussures pour essayer de les vendre au village? Est-ce que ça peut se vendre ?» Erland lui-même n'en était pas sûr. Mais il voulait essayer. Même s'il n'arrivait pas à en tirer de l'argent, ce serait déjà bien de pouvoir les échanger contre quelques légumes pour la famille. SUYE ne s'attendait pas à ce que ce gamin ait un tel sens des affaires. Il hocha donc la tête en signe d'accord. La fratrie de 4, portant précieusement la paire de sandales, se dirigea vers le puits du village, l'endroit le plus animé. Le réservoir d'eau de la maison était de nouveau vide. SUYE prit un seau et ferma la porte à clé. Il suivit les 4 enfants pour en profiter pour aller chercher un seau d'eau. Il n'avait pas grand espoir que les sandales se vendent. Mais il ne voulait pas se contenter d'observer de loin. Contre toute attente, après qu'Erland eut vanté sa marchandise, des gens se rassemblèrent vraiment pour regarder les sandales. Après un peu de marchandage, il obtint en échange une botte de légumes verts et une courge. Les 4 frères et sœurs étaient fous de joie. Ils prirent précipitamment les légumes obtenus, et coururent se vanter auprès de SUYE. En souriant, SUYE leva le pouce vers eux 4. En regardant s'éloigner la femme qui avait échangé les sandales, une idée germa dans son esprit. Peut-être qu'il pourrait fabriquer plus de sandales pour les échanger avec les villageois contre des vivres. L'huile, le sel, la sauce, le vinaigre, le thé. Les marmites et les bols, on laisse tout ça à la maison. On est si pauvre qu'on n'arrive même pas à rassembler 5 paires complètes de bols et de baguettes. Et on n'a qu'un seul seau pour l'eau. La jarre d'eau est minuscule. Il faut aller en chercher 4 ou 5 fois par jour pour en avoir assez. C'est une énorme perte de temps. Fixons-nous d'abord un petit objectif. Rapporter un seau en bois et une palanche. SUYE, les mains dans le dos, annonce le plan d'un air des plus solennels, HM. Dallan et Erland débordent d'énergie. On va d'abord emprunter un peu de paille dans le champ de votre grand-père. Dès qu'on aura gagné de l'argent, on le remboursera. Qu'est-ce que vous en dites? Sans la moindre hésitation, les 2 frères tournèrent les talons et coururent vers le champ du vieux Liu. La famille de 5 s'est clairement réparti les tâches. Dallan et Erland sont chargés de transporter la matière première. Sanlan et Signan s'occupent de la préparation, et SUYE de tresser les cordes de paille. En moins d'une journée, une énorme meule de cordes de paille s'entasse déjà devant la porte. De quoi faire au moins 10 paires de sandales de paille. Toute la paille du champ a été ramenée. SUYE jette un œil à l'énorme meule de cordes à ses côtés, puis au tas de paille entassé à l'intérieur, avant de hocher la tête. Elle les décharge du transport et leur montre maintenant comment tresser la corde. Il faut qu'on arrive à finir le premier lot de sandales pour demain matin. Pendant ce temps, dans la vieille demeure des Liu, le vieux Liu sirote un bol de thé amer. Assis sur le seuil, il regarde en direction de l'est du village. Peu après, 2 silhouettes apparaissent en courant. « Grand-père! On nous a volé toute la paille du champ. » « Volé? Par quel vaurien? » C'est Dallan et Erland, les fils du 3e frère, qui ont tout pris. Quelqu'un les a vus de ses propres yeux faire plusieurs voyages. Oh! Alors ce n'est rien. Grand-père, tu m'avais promis de me faire un nouveau lit aujourd'hui. Je suis fou de rage. J'y vais, je vais récupérer notre paille. Le père et le fils retroussent leurs manches, prêts à foncer au village. Vous 2. Arrêtez-vous, j'ai dit. Vous 2. Arrêtez-vous, j'ai dit. Il fallut que le vieux Liu, perdant patience, hurle une seconde fois pour que les 2, l'air vexé, daignent enfin se retourner. Votre mère a fini de préparer le dîner. Passez à table. Vous avez fait exprès de la laisser dans le champ pour eux, n'est-ce pas? Au début, ce n'était qu'un soupçon. Normalement, dès que le riz est récolté, on le ramène pour le faire sécher. De peur que les chapardeurs du village ne se servent. Mais non, père a insisté pour laisser un arpent de côté. Il a dit qu'on devait d'abord s'occuper du blé et qu'on verrait ça plus tard. Et maintenant, le vieil homme ne cherche même pas à nier. Une vague de colère submergea Liu Fei, un mélange d'amertume et de rage. À la maison, il n'y a même plus assez de paille pour le lit de Jinbao. Les rats ont rongé toute la paille sous son lit. Et l'hiver approche à grands pas. Comment voulez-vous qu'il dorme là-dessus? Passe encore que vous n'ayez aucune pitié pour moi. Mais Jinbao, c'est votre petit-fils aîné. Et en tant que son grand-père, ça ne vous fait rien pour lui? Espèce de morveux. C'est une façon de parler à ton père? C'est ma terre, j'en fais ce que je veux, un point c'est tout. Et ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Père, comment pouvez-vous être aussi partial? Qu'est-ce qu'il a de si formidable, ce 3e frère? Ce qu'il a de formidable? Rien du tout.
J'aurais préféré ne jamais avoir eu ce bon à rien, ni toi d'ailleurs. Ose me répondre encore une fois. Je vais lui régler son compte, à ce fils indigne qui manque de respect à ses aînés. En disant cela, il souleva son bol de thé, prêt à frapper Liu Fei. Heureusement, des membres de la famille sont intervenus pour les séparer, et Liu Fei a ainsi pu échapper au pire. Madame Zhang, la 7e, fit rapidement un signe de tête à son plus jeune fils pour qu'il rentre à l'intérieur. D'un autre côté, elle calmait le vieil homme Liu au sujet de la paille des champs. En réalité, elle avait déjà tout deviné. Le temps allait bientôt se refroidir. La famille du 3e fils n'avait qu'une nouvelle venue qui ne comprenait rien à rien. Si on ne leur laisse pas un peu de paille, comment vont-ils survivre à l'hiver qui arrive? Mais Madame Zhang était elle aussi très en colère. Cela faisait 2 jours que le 3e fils avait eu son accident, et il n'était même pas venu une seule fois. Ne serait-il pas en train de souhaiter que le 3e meure dehors et ne revienne jamais? Le vieil homme Liu fut surpris. Ce n'est pas possible, quand même. Le couple échangea un regard. Ils eurent un mauvais pressentiment. À table, Madame Zhang, le cœur lourd, posa son bol. Elle ordonna à son petit-fils aîné. Jinbao, va voir chez ta 3e tante ce qu'ils font. Et reviens me le dire. Au moment où Liu Jinbao arriva furtivement, Sui Yu était dans la cuisine en train de préparer le dîner, une soupe de loufa et de légumes verts qui mijotaient sur le feu. Cela faisait 10 ans qu'elle n'avait pas cuisiné. Au supermarché, tout le monde mangeait des rations sèches. On ne faisait bouillir de l'eau que de temps en temps pour des nouilles instantanées. Les talents de cuisinière de Sui Yu étaient donc, en gros, inexistants. Mais en voyant cette marmite de bouillon clair, les 4 frères et sœurs déglutissaient à la vue de la soupe, même si elle n'était pas salée. Ils la dévoraient, la trouvant délicieuse. Un bol de soupe de légumes bien chaude et fumante, accompagné de taro bouilli. Le petit visage de Sanlan était rayonnant de satisfaction. Grand frère, si seulement on pouvait manger de la soupe de légumes et des taros tous les jours, ce serait merveilleux. Mange, et ne pense à rien d'autre. Pauvre minable. Un bol de soupe de légumes te suffit? Pas à moi. Plus tard, je mangerai du riz blanc avec de la viande bien grasse. Cependant, vu le niveau de vie des habitants du village Liu, le riz blanc et la viande grasse étaient déjà le summum du luxe. Pour une famille comme celle du vieil homme Liu, même pendant les fêtes, il n'était pas garanti de pouvoir manger du riz blanc avec quelques tranches de viande grasse. Une fois le repas terminé, Sui Yu appela les 2 aînés, pour qu'ils continuent à l'aider à tresser des cordes de paille. Les 2 frères étaient jeunes et n'avaient pas beaucoup de force. Mais avec un peu d'entraînement, les cordes qu'ils tressaient étaient utilisables. À la lueur du feu, Sui Yu se mit à tisser des sandales de paille. Cette fois, elle tressait des sandales de travail qui enveloppaient bien le pied, ce qui demandait beaucoup plus de finesse. Mais en pensant au marché du village Liu, Sui Yu préféra y consacrer plus d'efforts. Au cas où elles ne se vendraient pas au village Liu, il y aurait bien quelqu'un pour les acheter dans un autre village. Pour l'instant, le plus important était d'avoir le ventre plein. Les taros dans la montagne ne suffiraient pas à leur faire passer l'hiver. La maison des Liu n'était pas loin de la rivière. Le murmure de l'eau qui s'écoulait était clairement audible, et l'esprit de Sui Yu s'apaisa malgré elle. En levant les yeux vers la rivière, elle aperçut Liu Jinbao. Il les observait discrètement de derrière la clôture à l'arrière de la maison. Sui Yu fit semblant de ne rien voir, pour découvrir ce qu'il voulait. Mais contre toute attente, le petit s'est contenté de s'accroupir là, de les regarder finir de dîner, puis il est parti en courant. Sui Yu trouva cela très étrange. Elle baissa la tête et continua de tresser ses sandales de paille. Bien sûr, il était aussi possible que le vieil homme Liu ait découvert que la paille de son champ avait disparu, et qu'il ait envoyé le garçon mener l'enquête. Mais la paille avait déjà été transformée en sandales. Sa venue n'y changerait rien. Le lendemain, à l'aube, Sui Yu emmena donc Dalan et Erlan couper du bois dans la montagne. Une montagne pleine de dangers pour les 2 frères. Ils n'osaient pas s'aventurer dans la montagne pour le bois de chauffage, se contentant de ramasser les brindilles que les autres laissaient au pied de la montagne. Sur le chemin qui menait au pied de la montagne, Sui Yu demanda avec curiosité. Comment vous passiez les hivers, avant? Il y a un marchand de charbon au village. C'est lui qui le fabrique. Parfois, il reste des scories de charbon dans le four, alors mon frère et moi, on va les ramasser. Kian. Vous voulez dire voler, n'est-ce pas? Les 2 frères se turent aussitôt. Sui Yu les regarda et leur dit d'un ton sérieux. À partir de maintenant, interdiction de voler les affaires des autres. Nous allons faire nos propres réserves de bois. Plus besoin de faire ce genre de choses. Dalan et Erlan prirent un air grave, puis la honte se transforma en colère. Ils pensaient qu'elles ne comprenaient rien à leur misère et accélérèrent le pas. Sui Yu ricana intérieurement. On dirait que d'avoir le ventre plein ces 2 derniers jours leur a aussi donné des forces. Eh bien, ils vont pouvoir porter plus de bois en rentrant.
Arrivée à mi-pente, Sue choisit un endroit où la forêt était dense. Elle jeta la corde et dit aux frères d'attendre dans une petite clairière plate. Elle prit sa hachette et s'enfonça dans les buissons. Sue coupa d'abord 2 branches fourchues. Elle fabriqua un support à bois pour Dalan avant de s'enfoncer plus loin dans la forêt. Elle était incroyablement rapide et amassa un gros tas de bois en un rien de temps. Dalan et Erlan se regardèrent, agréablement surpris. Tant de bois. Mais ils réalisèrent vite que c'était beaucoup trop. Dalan pensait que sa belle-mère comptait le ramener en plusieurs fois, mais contre toute attente, Sue en fit 2 fagots, les chargea et se mit en route. Trouvant même que ce n'était pas assez lourd, elle prit quelques bûches du support de Dalan pour les ajouter aux siens. Ce n'est qu'après cela qu'ils plièrent bagages et rentrèrent. La mère et ses 2 fils descendirent de la montagne. Pour rentrer chez eux, ils devaient traverser les champs du village. Les villageois remarquèrent d'abord, sur l'épaule de Dalan, le bois disposé à l'horizontale. En s'approchant, ils virent qu'il était maintenu par un support fourchu. Dalan tenait les 2 bras du support qui reposait sur son épaule. Il marchait avec aisance, et pourtant, il transportait bien plus de bois qu'un fagot ordinaire. Comment n'avait-il jamais pensé à fabriquer un support comme ça avant? Ça n'a pas l'air si compliqué. Juste 2 branches fourchues reliées par une planche. Mais ça doit tellement soulager l'épaule. Puis, leur regard fut attiré par 2 énormes fagots de bois qui semblaient avancer tout seuls. Ces 2 fagots doivent peser au moins 125 kilos. Mon Dieu! Mais n'est-ce pas la nouvelle, la jeune épouse du vieux Liu? Comment peut-elle être aussi forte? Les villageois, bouche bée, regardèrent passer la mère et ses 2 fils. Ils les suivirent du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent au loin. Ce n'est qu'alors qu'ils refermèrent lentement la bouche. Bientôt, la nouvelle que le vieux Liu avait épousé une femme surpuissante se répandit dans tout le village. Le soir, Sue emmena les 4 enfants. Ils prirent les sandales de paille qu'ils avaient fabriquées et allèrent installer un stand près du puits. Elle fit un signe de tête aux 4 petits alignés devant elle. Sanlan et Signan étendirent une vieille natte de paille sous un arbre. Dalan et Erlan défirent les 10 paires de sandales qu'ils portaient et les étalèrent. Sue arrangea le tout. Elle posa par terre une pancarte en bois, sandales de paille, 3 en la paire. Bien qu'ils aient peur de la femme ogresse, les villageois, piqués par la curiosité, ne purent s'empêcher de s'attrouper. Cependant, seuls quelques-uns parvenaient à déchiffrer tous les caractères. Veau. Touche. Touche. Pour 3 sapèques, vous ne vous ferez pas avoir, c'est une affaire. Seulement 3 sapèques. Pour seulement 3 sapèques, repartez avec des sandales de paille à bordure dorée, confortables et résistantes. Si vous n'avez pas d'argent, on accepte aussi les échanges, d'accord? 3 sapèques la paire. C'est Sue qui a fixé ce prix en étudiant le pouvoir d'achat des villageois et la valeur des légumes troqués la veille. C'est comme ça qu'elle l'a calculé. Et visiblement, ce prix intéressait beaucoup les gens. Et l'idée de troquer les intéressait encore plus. Même si un instant plus tôt, il traitait Sue de harpie. Ce n'était que des blagues et des ragots. Face à un bon prix, tout est oublié. Tout le monde a besoin de sandales de paille. Un couple s'est accroupi devant l'étal. Sinyang a immédiatement attrapé une paire pour la leur montrer. Tante Zhu, les sandales que fait ma maman sont super. Achetez en une paire. Sue était un peu surprise. Elle pensait Sinyang timide et peau de colle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne les devants pour vendre. Si même les enfants y mettent tant d'ardeur, Sue, en tant qu'adulte, ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Elle a esquissé un sourire, et s'est mise à expliquer à quel point ses sandales étaient solides. La femme que Sinyang avait appelée Tante Zhu a examiné la sandale sous toutes les coutures. C'est vrai qu'elle était bien solide. Et la pointure correspondait à celle de son mari. Ces derniers temps, son homme travaillait dur au champ et ses sandales de paille étaient déjà en lambeaux. Elle se disait justement qu'il fallait en acheter de nouvelles. Madame, si j'en prends 2 paires, vous me faites un petit prix? D'accord. C'est la première vente de la journée, je vous laisse les 2 paires pour 5 sapèques. Ayant fait une bonne affaire, Madame Zhu était ravie. Elle a mis de côté les sandales choisies, a fait signe à Sue d'attendre et a couru chez elle chercher ses pièces. Elle a compté les 5 sapèques 3 fois avant de les tendre à Sue, puis elle est repartie, toute joyeuse, avec ses 2 paires. La première vente était faite, et pour 2 paires en plus. Les 4 frères et sœurs de la famille Liu se sont mis à rire. Erlan criait encore plus fort, tandis que Sinyang ciblait spécifiquement les tantes. Car elle avait remarqué que c'était elle qui avait l'argent. Alagne, voyant sa petite sœur si courageuse, a pris son courage à 2 mains et l'a rejointe. Vous voulez des sandales?
Acheté en une paire. En coopérant, le frère et la sœur ont vendu une autre paire. Ils ont regardé SUYE avec surprise, l'air de chercher son approbation. La vente de sandales se déroulait de mieux en mieux. Quelqu'un est venu échanger des bols dont il ne se servait plus à la maison. 5 bols en porcelaine grossière un peu ébréchés contre une paire de sandales. Puis une autre dame a échangé 3 œufs contre une paire. Sans s'en rendre compte, la nuit est tombée. Tout le monde est rentré dîner. Finalement, il ne restait plus que SUYE et ses 4 enfants. Sous un arbre, ils comptaient avec excitation le butin de la journée. En une seule soirée, ils avaient vendu 6 paires de sandales et obtenu 11 pièces de cuivre. 5 bols en porcelaine grossière, et 3 œufs. Un œuf peut se vendre une sapèque. Si on en met un peu de côté, on pourra les vendre au marché de la ville et en tirer plusieurs sapèques. SUYE a compté 6 pièces de cuivre, se préparant à aller acheter un peu d'huile et de sel. Elle a demandé aux 4 enfants d'attendre sur place, et s'est dirigée d'un pas rapide vers la maison du colporteur. La maison du colporteur était facile à trouver, car il avait aménagé une petite échoppe juste devant sa porte. On la voyait du premier coup d'œil. En arrivant devant, SUYE était pleine d'envie en voyant le haut mur de la cour, soigneusement bâti en pierre. Mais elle était convaincue que bientôt, sa propre maison en aurait un aussi. Qui est là? Je viens pour acheter quelque chose. Je voudrais de l'huile et du sel. La porte s'ouvrit dans un grincement. La femme de Liu Elang, perplexe, observa la silhouette élancée qui se tenait à la porte. Cette femme au visage délicat. Vous êtes? Je suis de la famille de Liu Zi, tout au fond du village. Je m'appelle SUYE, je viens d'arriver au village. Vous ne m'avez sûrement jamais vu. Yun Yang, qui est-ce? Liu Elang s'approcha lui aussi. Il avait déjà vu SUYE et l'a reconnu immédiatement comme étant de la famille du troisième frère Liu. SUYE hocha la tête. Plus Yun Yang la dévisageait, plus elle la prenait en pitié. Elle a l'air si compétente, elle sait même tresser des sandales de paille, et pourtant elle a épousé ce fléau de Liu Zi. Quel destin tragique. Voyant SUYE si maigre, Yun Yang donna un petit coup de coude à son mari. En ville, les sandales de paille se vendent 5 ou 6 yuans la paire. Aide-la à vendre les siennes. Donne-lui directement l'argent à ton retour, ça ne te coûtera pas grand-chose. Sous-entendu, ne prends pas de commission. Non, non, surtout pas. Les affaires sont les affaires. La vie est dure pour tout le monde. Vous aussi, vous devez gagner votre vie. Je les vends 3 yuans la paire près du puits du village. Si vous me les prenez, je vous les laisse à 5 yuans les 2 paires, qu'en dites-vous? Liu Elang dégagea discrètement la main de sa femme qui lui pinçait le bras. D'accord, je vais d'abord essayer de les vendre. Et je te donnerai l'argent une fois qu'elles seront vendues, ça te va? SUYE lui tendit sans hésiter les 4 paires de sandales qu'elle tenait. Alors, je compte sur vous. Si jamais elles se vendent bien, j'en ai d'autres en stock. Je peux faire des pointures pour hommes, femmes et enfants. Pas de problème, pas de problème. Alors, combien d'huile et de sel vous faut-il? SUYE avait la bourse plate. Elle ne put acheter que 2 liants d'huile végétale et 2 liants de gros sel. Ni plus, ni moins, cela faisait exactement 6 yuans. Elle n'avait pas de récipient, alors Yun Yang lui prêta gentiment un tube de bambou pour l'huile. Le sel, enveloppé dans une feuille de bananier, fut tendu à SUYE avec le reste. Demain matin, à la première heure, je demanderai à Dalang de vous rapporter le tube de bambou. Tenant l'huile et le sel, elle repartit en direction du puits du village. Les 4 frères et sœurs Liu l'entourèrent aussitôt, regardant avec excitation le tube de bambou et la feuille de bananier dans ses mains. Sentant une odeur d'huile végétale, leurs estomacs, depuis longtemps vides, se mirent à gargouiller. Ah! Allez, on rentre à la maison préparer le repas. Les 4 enfants hochèrent la tête en même temps, les yeux brillants. Ils rentrèrent à la maison en trottinant, particulièrement impatients de dîner ce soir-là. Dès leur arrivée, Dalang remplaça le vieux bol en terre cuite par un autre qu'il garni de paille, avec l'intention d'y conserver les œufs. Même si la vue des œufs leur mettait l'eau à la bouche, il ne leur était jamais venu à l'esprit de les manger. Une chose si précieuse devait être conservée pour être vendue. L'argent leur permettrait d'acheter plus de riz complet et de tenir plusieurs repas. Dalang prit donc le bol garni de paille et se dirigea, tout excité, vers la cuisine pour trouver SUYE. Au moment où il allait parler, ses yeux s'écarquillèrent. Il vit SUYE casser adroitement 3 œufs, les laisser tomber dans l'eau déjà bouillante et remuer avec des baguettes. Elle y ajouta une pincée de sel et une goutte d'huile végétale. Et pour finir, une poignée de ciboules sauvages fraîchement cueillies au bord de la rivière. Aussitôt, un parfum délicieusement appétissant se répand. Liu Dalang, qui n'a pas mangé de viande depuis une éternité. Il déglutit avec difficulté, puis, sans la moindre hésitation, jette la paille qui se trouvait dans son bol. Les 4 frères et sœurs se rassemblent autour du fourneau, les yeux rivés sur la marmite, sans même cligner des yeux. La soupe aux œufs bouillonnantes scintille d'un léger reflet vert.
Comme à son habitude, Sui-Yu répartit la soupe en 5 bols, s'assurant que chacun contienne 3 ou 4 filaments d'œufs. Les taros, qu'elle avait mis à cuire sous la cendre, étaient prêts en même temps que le reste. Avec le reste de légumes verts de la veille, Sui-Yu a fait une petite poêlée avec une goutte d'huile. Ce petit bol de légumes d'un vert appétissant. Un plat avec de l'huile et du sel, ça change tout. Sui-Yu annonce que le repas est servi. Dans la maison, on n'entend plus que le bruit des bouches qui mangent. Aucun autre son ne se fait entendre. Une fois le dîner terminé, Dalan, de lui-même, débarrasse les bols et les baguettes pour aller les laver. Sui-Yu, elle, déplace les cordes de paille près de la porte. À la lueur de la torche, elle reprend le tressage des sandales de paille. Les enfants, à l'intérieur, se lèchent encore les babines. Ils s'activent pour aider comme ils peuvent, en espérant avoir un aussi bon repas le lendemain. Le matin, Sui-Yu emmène Dalan et Erlan à la montagne pour couper du bois et faire des réserves. À midi, elle tresse des sandales de paille à la maison. L'après-midi, elle attend que les villageois rentrent des champs. Puis elle installe son étal près du puits du village pour vendre ses sandales. Tous les 2 jours, elle se rend seule à la montagne du sud. Elle y déterre assez de tarots pour tenir 3 jours. Le reste de son temps, elle le passe à tresser des sandales de paille, ou sur la route pour les vendre. Les premiers clients à avoir acheté ces sandales ont trouvé que celles de Sui-Yu étaient confortables et solides, alors ils lui ont passé de nouvelles commandes. Les 4 paires de sandales que le colporteur Liu devait vendre en consignation pour Sui-Yu, dès leur arrivée en ville. Un paysan à l'œil vif en a acheté 2 paires d'un coup. 5 won la paire. Le colporteur partageait les bénéfices de moitié. Il s'est empressé de vanter les mérites des 2 paires restantes, et les a vendues très rapidement. Ceux qui n'ont pas pu en avoir en ont même précommandé plusieurs paires. Sui-Yu a donc reçu une nouvelle commande du colporteur Liu, 5 paires pour hommes et 5 paires pour femmes. Il lui a également réglé l'argent des 4 paires précédentes, soit un total de 10 won. Ces 2 derniers jours, les ventes au village n'ont pas été mauvaises. Entre les sandales vendues sur place et les précommandes, Sui-Yu a maintenant un total de 51 pièces de cuivre. 51 won, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est même pas suffisant pour acheter une fine couverture en coton. Sui-Yu soupira. Le colporteur Liu était de retour. Va chez lui m'acheter 2 jains de riz complets. À l'idée que leur repas allait encore s'améliorer, les regards des 4 frères et sœurs se tournèrent tous vers elle. Erlan, tout excité, prit l'argent et détala aussitôt. Dalan, inquiet, le suivit. Sanlan et Signan, assis sur un petit tabouret en bois, regardaient leurs frères aînés s'éloigner en se léchant les lèvres avec impatience. Ils étaient encore petits, alors Sui-Yu ne les laissait pas travailler. Elle voulait d'abord qu'ils reprennent des forces, si les conditions le permettaient. Dalan et Erlan auraient aussi bien besoin de se remplumer, mais c'était impossible. Leurs conditions actuelles ne le permettaient absolument pas. Et ces derniers jours, elle avait bien eu besoin de l'aide de ses 2 petits assistants, sans quoi elle aurait été complètement perdue. Une fois le riz complet acheté, les 2 frères se dépêchèrent de rentrer à la maison. Depuis quelques jours qu'ils mangeaient à leur faim grâce à Sui-Yu, ils avaient visiblement meilleure mine. Alors que l'oncle Liu revenait des champs avec Jinbao, il vit les 2 frères courir dans leur direction. Il eut même du mal à les reconnaître. Les 2 garçons, Dalan et Erlan, s'arrêtèrent et se retournèrent. Erlan serra plus fort le pot en terre cuite qu'il tenait dans ses bras, l'air méfiant. En voyant que c'était leur oncle, il se détendit enfin. « Où allez-vous comme ça, tous les 2 ? Il va pleuvoir dans 2 jours. Vous avez fini de semer le blé à la maison ?» Les 2 gamins l'ont regardé sans un mot, puis ont tourné la tête et se sont enfuis en courant. L'oncle Liu soupira, impuissant. Il aurait bien voulu s'occuper de ces 2 pauvres enfants. Mais en voyant leur air renfermé, il a senti que sa gentillesse serait mal reçue. Peu importe, laissons-les tranquilles, se dit-il, agacé. Leur propre père ne s'en occupe pas. Père, nous n'irons pas au champ demain, n'est-ce pas? Non, nous n'irons pas. Les semailles sont terminées, nous avons assez travaillé. On va enfin pouvoir souffler un peu. Liu Jinbao était fou de joie. Enfin, plus besoin d'aller au champ. Les 2 hommes rentrèrent à la maison, affamés, juste au moment où les femmes finissaient de mettre la table. Le vieil homme Liu, Liu Zong et Liu Fei, qui étaient sur une autre parcelle, entrèrent peu après. Toute la famille prit ses bols et commença à manger quand, soudain, on frappa à la porte de la cour. En voyant de qui il s'agissait, tous affichèrent une mine surprise. Sui-Yu se tenait à l'entrée et salua tout le monde. Les 2 frères furent contraints de saluer tout le monde à tour de rôle. Dame Zhang demanda timidement à la femme de son 3e fils. « Vous avez mangé ?» « On a mangé. » À peine ces mots prononcés, on entendit un soupir de soulagement. Tant qu'il ne venait pas pour un repas gratuit, ça allait. Continuez à manger, ne vous occupez pas de moi. Je suis venu parler à père et mère, je repartirai juste après.
Le vieux couple sentit une pointe d'excitation. La femme du troisième venait enfin emprunter de l'argent pour le racheter. Mais en apparence, ils firent semblant d'être perplexes. Ils firent signe aux autres de continuer à manger et invitèrent Suye et ses deux fils à entrer dans la pièce principale. Mais ils ne s'attendaient pas à la première phrase de Suye. Je suis venu vous acheter des semences. Le vieux couple en resta bouche bée. Elle ne compte pas sauver le troisième? Suye vit bien sûr dans les yeux du vieux couple le tourbillon d'émotions qui les traversait. Mais qu'importe, à l'heure qu'il est, Liuzi a sûrement déjà été passé à tabac au point d'être à moitié mort. Pour avoir survécu si longtemps en ces temps de chaos, Suye avait ses propres règles de survie. Toute personne ou toute chose qui menacerait sa vie et sa sécurité, elle s'en débarrassait préventivement. Dans sa situation actuelle, la disparition de Liuzi était la solution optimale. Suye ignora donc les émotions de ses beaux-parents. 2 juns de semences de blé. Donnez-moi un prix. Tout à l'heure, quand Dalan et Erlan sont rentrés, ils m'ont dit avoir rencontré leur oncle Liubo. Après réflexion, Suye se dit qu'il valait mieux semer ces 2 mues de terre. Si on ne sème rien, on n'aura rien. Peut-être qu'après avoir survécu à cet hiver, il pourrait récolter un peu de grain. Vous n'avez pas encore commencé à semer le blé? On ne sait jamais quand la pluie va tomber. Avant, j'étais occupé, et avec la situation à la maison, je commence à peine à reprendre mon souffle ces derniers jours. Je me suis dit que j'allais semer ces 2 mues de terre. Comme ça, l'année prochaine, on aura au moins une petite récolte. Père, je n'ai jamais cultivé la terre auparavant. J'aurai besoin de vos conseils. Suye ne mentait pas. Sa famille d'origine était en fait plutôt aisée. S'il n'y avait pas eu les catastrophes naturelles et la guerre, avec autant de frères dans la famille, et tant de terre, ça n'aurait jamais été son tour de travailler au champ. Le vieil homme Liu ne s'attendait pas à ce qu'elle ne sache même pas cultiver, mais il ne sut quoi répondre. L'affaire de son troisième fils lui pesait sur le cœur, et en voyant l'attitude indifférente de Suye, le cœur serré, Dame Zhan lui fit un signe de tête pour qu'il aille chercher les semences de blé. Heureusement, ils avaient reçu un surplus de semences auparavant. Après avoir ensemencé leur terre, il leur en restait encore un peu. Autrement, si Suye était venu en demander, il n'aurait rien eu à lui donner. La vie n'était pas facile pour les habitants de la vieille demeure des Liu. Leurs vêtements n'étaient que pièces et rapiessages, et ils ne mangeaient que du riz complet. Cette vieille maison n'avait que quelques pièces de plus que celle de Suye, et un mur d'enceinte, rien de plus. Le père et ses fils travaillaient du début à la fin de l'année. Ils arrivaient à peine à nourrir les 9 bouches de la famille. Et en plus, il y avait cet ingérable de Liuzi. Le peu d'argent qu'il mettait de côté servait principalement à réparer ses bêtises. Dame Zhan tendit le pot de semences de blé à Suye, en lui expliquant méticuleusement comment les planter. Suye nota les détails, pensant avec assurance que ce ne serait pas difficile. Il se dit qu'il y arriverait sûrement en essayant demain. Puis il sortit 5 pièces de cuivre. Je n'ai jamais acheté de semences de blé, je ne sais pas si c'est assez. Dame Zhan écarquilla les yeux comme si elle avait vu un fantôme. Suye venait de dire qu'il voulait acheter les semences. Elle avait cru que c'était une simple formule de politesse. Après tout, connaissant le caractère du troisième frère, c'était déjà un miracle qu'ils ne viennent pas leur réclamer de l'argent. Mais à présent, le troisième frère et sa femme ne semblaient vraiment pas faits du même bois. Suye vit l'expression stupéfaite de Dame Zhan. Sans se soucier de savoir si c'était assez, il lui fourra l'argent dans la main. Prenant les semences, il appela Dalan et Erlan et partit. Il s'était déjà éloigné de plusieurs pas. Soudain, les frères Liubo et Liuzong les rattrapèrent, sortant chacun une poignée de pièces de cuivre. Les 2 frères joignirent leurs pièces et les tendirent à Suye. Nous n'avons pas grand-chose non plus. Mais la vie du troisième frère est en jeu. Prends ça pour payer sa rançon. Pour le reste, on trouvera une solution tous ensemble. Mère a dit que l'un Herbao possède une mine clandestine. Ceux qui ont des ennuis avec lui ne sont pas tués sur le champ. Ils sont jetés dans la mine pour rembourser leurs dettes en travaillant. Le troisième frère ne risque probablement rien. Cette fois, il aura retenu la leçon et il s'améliorera. Pour que votre vie soit meilleure, vous devez rester ensemble. Suye haussa un sourcil. Ce Liuzi était un tel bon à rien. Et sa famille l'aidait encore. C'était incroyable. Dalan et Erlan regardaient la femme avec espoir, attendant qu'elle prenne l'argent. Ce n'est pas la peine. Cet argent ne suffit pas pour racheter quelqu'un. Le donner reviendrait à le jeter dans un puits sans fond. Gardez-le pour vous. Sur ce, il tourna les talons et rentra chez lui à grands pas. Son regard devint de plus en plus glacial. Dalan et Erlan jetèrent un regard hésitant à leurs 2 oncles. Puis ils baissèrent la tête et se mirent à courir après Suye. Liuzong, désemparé, les suivit sur quelques pas. Il ne comprenait pas comment la mère et ses fils pouvaient courir si vite. En un clin d'œil, ils disparurent dans la nuit.
Il dut s'arrêter et se retourna, impuissant, vers Liu Bo. Grand frère, pourquoi n'a-t-il pas voulu de l'argent? De retour à la maison, les deux frères racontèrent que Sui Yu avait refusé l'argent. Celui-là n'a clairement pas l'intention de mener une vie rangée avec le troisième frère. Si le troisième frère ne change pas, c'est un vrai gouffre financier. Laissez tomber. On trouvera une autre solution. La nuit, un vent violent se leva soudainement. Sui Yu fut réveillé en sursaut. En ouvrant les yeux, il vit le ciel étoilé. Le chaume du toit avait été arraché par le vent, laissant un trou béant. Le vent continuait de hurler. Les quelques poutres fragiles du toit tremblaient sans arrêt sous le vent. On entendait le plâtre tomber des murs, et toute la maison semblait sur le point de s'effondrer. Oh non! La maison va s'effondrer. Maman! Le cri de panique de Xinjiang retentit depuis la pièce voisine. Sui Yu ravala son choc, sauta du lit en toute hâte, enfila ses chaussures, ouvrit la porte et se précipita dehors. Sanlang, Erlang, Xinjiang, sortez vite. Les quatre enfants se serraient les uns contre les autres sur le lit, regardant, paniqués, les morceaux de chaume du toit s'envolaient un par un. Terrifié, Xinjiang ne faisait que crier un maman, tandis que Dalang, s'efforçant de rester calme, serrait ses jeunes frères et sœurs dans ses bras. Le cœur de Sui Yu se serra. Il faut sortir d'ici, et vite. Elle se précipita en avant et attrapa Sanlang et Xinjiang dans ses bras. Elle cria à Dalang et Erlang, sortez vite. La maison va s'écrouler. Les quatre enfants sursautèrent. Dalang et Erlang dégringolèrent du lit en se bousculant. Dans leur panique, ils n'eurent même pas le temps d'enfiler leurs chaussures et sortir pieds nus en courant derrière Sui Yu. Dehors, les cinq se blottirent les uns contre les autres, regardant avec angoisse le chaume de la maison s'envoler dans la tempête. La maison semblait sur le point de s'effondrer d'une seconde à l'autre. Ils attendirent, encore et encore, jusqu'à ce que le vent se calme enfin. Et pourtant, la petite maison, si fragile en apparence, tenait encore obstinément debout devant eux. Mais en voyant le chaume éparpillé sur le sol, et ce toit qui n'était plus qu'une charpente. Avec seulement quelques rares touffes de paille, Sui Yu ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou désespérée. La maison était sauvée, mais refaire le toit allait certainement coûter une fortune. Avec seulement 40 pièces de cuivre en poche, elle avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Les quatre petits, ignorant son désarroi intérieur, étaient fous de joie de voir que la maison n'était pas tombée. « Maman, la maison va bien. » Sui Yu lança un regard las à Erlang, tout excité. « Tu appelles ça bien, toi ?» Sa voix était pleine d'amertume. Erlang tressaillit et se couvrit vivement la bouche, effrayé. Alors que le ciel blanchissait à l'aube, le désastre au sol devint clairement visible. Sui Yu se massa les tempes douloureuses et fit signe aux quatre enfants de rester là sans bouger. Elle se dirigea d'un pas rapide vers le village pour chercher de l'aide auprès de la famille Liu. En apprenant que le toit avait été arraché, le vieux Liu ne dit pas un mot. Il appela ses trois fils, prit ses outils et se précipita vers la maison de Liu Zi. Sui Yu les suivait, observant le père et ses trois fils se hâter. Son cœur, froid depuis si longtemps, se réchauffa un peu. Les villageois étaient vraiment pleins de ressources. Réparer un toit n'était pas un problème pour le vieux Liu et ses trois fils. En voyant le toit à nu, ils se mirent au travail sans un mot de plus. Liu ramassa tous les morceaux de chaume encore utilisables qui étaient tombés par terre. Voyant que cela ne suffisait pas, Liu Bo et Liu Zong coururent au bord de la rivière pour couper plus d'herbe. Le vieux Liu rentra chercher une échelle, monta sur le toit et réceptionna les touffes de paille que Liu lui lançait. Ils commencèrent à le reposer. En à peine une matinée, le toit fut refait et renforcé par les quatre hommes. Ils placèrent même de lourdes pierres aux quatre coins, afin d'éviter que le vent ne l'arrache à nouveau. Le cœur de Sui Yu était rempli de gratitude. Elle prépara une bouillie avec tout le riz complet qu'elle avait acheté la veille. Le père Liu et ses fils déjeunèrent chez elle avant de repartir. Le vieux Liu buvait sa bouillie de riz épaisse, observant la mère et ses enfants accroupis devant le poêle en train de grignoter du taro. Il sembla vouloir dire quelque chose, mais se ravisa. Finalement, il ne dit rien. Il posa son bol vide et fit signe à Liu Bo et aux autres de partir. Dépêchez-vous de semer ces 2 arpents de terre. Il risque de pleuvoir dans 2 jours. Sui Yu acquiesça, les raccompagna sur quelques pas, puis rentra. Elle appela Dalang, lui demanda de prendre la houe, et attrapa le pot de graines pour se diriger vers les 2 arpents de terre là-bas. Elle laissa Erlang à la maison pour s'occuper des jumeaux. Sui Yu pensait qu'avec ce qu'elle avait obtenu hier, l'essence de plantation de chez Zhangxi, ce ne serait pas si compliqué. Après tout, ce n'est que du jardinage. Quelle difficulté peut-il y avoir? Mais elle ne s'attendait pas à déchanter aussi vite. Chez Liu Zi, leurs 2 arpents de terre avaient déjà été labourés une première fois. Sui Yu n'avait plus qu'à creuser des trous, y semer les graines de blé, puis les recouvrir. Pourtant,
après avoir travaillé du milieu de l'après-midi jusqu'au soir, elle n'en avait fait qu'un dixième. Elle regardait, incrédule, l'immense parcelle de terre restante. Elle se demandait si ses yeux ne lui jouaient pas des tours. Et pire encore, elle sentait que son corps, à peine remis sur pied, était déjà à bout de force. Elle se tourna pour regarder Dalagne, assis sur le bord du champ, le visage tout rouge à force d'avoir pris le soleil. La mère et le fils virent tous deux le désespoir dans les yeux de l'autre. En pensant à demain, à l'idée de devoir revivre un tel calvaire, Suigreku était complètement désespéré. En pensant au vieil homme Liu et à ses 4 fils qui, partant tôt et rentrant tard, s'occupaient sans relâche des plus de 100 arpents de terre de la famille. Suigreku fut soudain rempli d'admiration pour eux. Le soleil était sur le point de se coucher. Le chant d'un oiseau inconnu retentit depuis la montagne. Le ciel s'assombrissait. Suigreku, brisé par les travaux des champs, n'avait même plus la force de parler. Elle fit un signe de la main à Dalagne, et la mère et le fils rentrèrent chez eux au clair de lune. Devant le fourneau, Suigreku rongeait un taro grillé, tout en se disant qu'elle devait absolument aller dans la montagne. Cultiver la terre? Pas question. De toute ma vie, je ne veux plus jamais cultiver la terre. Le lendemain matin, Suigreku alla d'abord dans la montagne déterrer assez de taro pour tenir 4 jours. Puis, elle prit une faucille et se rendit à l'endroit où les villageois avaient l'habitude de ramasser du bois de chauffage. Elle coupa une énorme brassée de bois. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Suigreku ne se reposa pas en rentrant. Elle avala quelques tarots pour se remplir l'estomac. Elle prit tout l'argent de la maison et se dirigea d'un pas rapide vers le village voisin de Xia. Dans ce village, il y avait un forgeron qui gagnait sa vie en fabriquant des outils agricoles. Dans ce village se trouvait également une famille de chasseurs, réputée dans toute la région. Les hommes de la famille étaient tous des chasseurs. On raconte qu'ils avaient même abattu un tigre tacheté autrefois. Ils étaient assez réputés dans la région de la ville de Jinshi. Suigreku se rendit d'abord à la forge et marchanda un bon moment. Elle échangea 30 piécettes contre un vieux poignard. Elle le soupesa dans sa main, puis le fit tournoyer plusieurs fois. Le forgeron la regarda, surpris. « Mademoiselle, vous maniez ce poignard avec une sacrée dextérité. » Suigreku rengaina le poignard et lui adressa un sourire. « Maître, sauriez-vous où se trouve la maison des chasseurs ?» Le forgeron, bien sûr, le savait. Il lui indiqua une maison isolée à flanc de montagne, vers l'est. Suigreku le remercia et s'en alla. C'était en plein midi. La porte de la maison des chasseurs était entr'ouverte. Suigreku appela 2 fois devant la porte. Une vieille femme à l'air vif sortit. Croyant qu'elle venait pour la viande, elle lança « Il n'y en a plus. On a tout emmené en ville. » En fait, je suis venu pour vous emprunter du matériel de chasse. En échange, je vous donnerai un dixième de mes prises en guise de commission. Est-ce que cela vous convient? C'était bien la première fois que la vieille dame entendait quelqu'un demander à emprunter du matériel de chasse. Il lui fallut un instant pour comprendre. Je ne peux pas décider de ça toute seule. Il faudra attendre le retour de mes fils. Suigreku s'assit donc sous le grand arbre, devant la maison des chasseurs. Ce n'est que lorsque le soleil commença à décliner que les 2 frères rentrèrent. La mère Yang raconta alors l'histoire de Suigreku à ses 2 fils. Les 2 frères s'approchèrent de Suigreku d'un air méfiant, mais sans pour autant la congédier. Ils craignaient simplement qu'elle abîme leur matériel. Et surtout, ils ne croyaient pas une seconde qu'elle puisse vraiment attraper du gibier. Si je ne chasse rien, je vous dédommagerai en fonction de l'usure du matériel, en payant les réparations nécessaires. Les 2 frères, voyant son apparence misérable, prise de pitié, elle lui fit signe d'entrer pour choisir quelque chose parmi leurs affaires. Liu vivait de la chasse, sa maison était pleine de tout l'attirail nécessaire. De plus, tout était très bien entretenu. La veille encore, il avait fait une grosse prise. Mais il ne comptait pas y retourner de sitôt. Les montagnes environnantes abritaient des bêtes féroces mangeuses d'hommes. Sans parler des insectes et serpents venimeux, qui étaient innombrables. Suigreku choisit un arc, mais il se brisa aussitôt. En pressant le pas, il arriva finalement juste avant la tombée complète de la nuit, et regagna la vieille maison du village des Liu. En le voyant porter un arc et des flèches, et un poignard à la main, les habitants de la vieille maison furent pris de court. L'agriculture, ce n'est vraiment pas pour moi. Demain, je compte aller dans la montagne. J'en aurai pour 3 à 5 jours au minimum. Et 7 ou 8 au maximum. Pour les semences de blé qui restent. J'aimerais que vous, mes 2 grands frères, m'aidiez à les planter. Et puis il y a les 4 enfants. Pendant mon absence, je vous demande, mes 2 belles-sœurs, de garder un œil sur eux. Belle-sœur aînée, je sais que ce n'est pas grand-chose, alors considérez que je vous dois le reste. Je vous paierai tout à mon retour. Sur ces mots, il tourna les talons, laissant jeunes et vieux de la maison Liu complètement abasourdis. Madame Zhang songeait à revoir l'opinion qu'elle s'était faite de Suigreku.
Maintenant, elle pensait. HMPF. Qui se ressemble s'assemble. Cette nouvelle épouse du troisième fils et d'un toupet, tout comme Liu Zishi. Sui-YE se leva avant l'aube. Il fit bouillir une pleine bouilloire d'eau, qu'il versa dans une gourde en bambou, et fit également cuire 10 tarots. Il les glissa dans sa besace, son arc en bandoulière sur le dos. Il enroula de nouvelles bandes de tissu autour de la poignée de son poignard. Tout était prêt. Aux premières lueurs de l'aube, il se mit en route vers les montagnes escarpées du nord. À peine fut-il parti que la porte de la pièce d'à côté s'entr'ouvrit doucement. Dalan et Erlan tenaient leurs jeunes frères et sœurs par la main. La veille, leur belle-mère leur avait dit qu'elle partait chasser dans la montagne et qu'ils devaient bien s'occuper d'eux-mêmes. À son retour, ils auraient de la viande à manger. Ils étaient heureux, mais en même temps, ils craignaient qu'un malheur n'arrive à cette femme. De son côté, Sui-YE avait déjà atteint les abords du mont Bei. Une fois dans la montagne, la jeune femme était comme un poisson dans l'eau. Cet environnement, similaire à la jungle mutante d'un monde post-apocalyptique, lui permit d'entrer instantanément en mode chasseuse. Les oiseaux de la forêt et les petits animaux passaient de temps à autre près d'elle. Sui-YE arma son arc, encha une flèche, et la décocha vers le ciel. On n'entendit qu'un cri d'oiseau perçant, suivi d'une ombre grise, qui tomba en se débattant d'entre les arbres. Sui-YE écarta les hautes herbes sauvages devant elle, et se hâta vers le point de chute. Un oiseau gris, avec une flèche au milieu de l'aile, se débattait en gémissant dans les feuilles mortes. Ma visée a encore besoin d'entraînement. Sui-YE retira la flèche avec un brin de regret et ramassa le gros oiseau gris incapable de voler. Elle lui lia les ailes avec une corde, l'accrocha à sa ceinture et continua son chemin. Tout en marchant, elle utilisa les animaux et les oiseaux qu'elle croisait, pour retrouver ses automatismes. Quand le soir tomba, elle avait déjà plusieurs petites bêtes à moitié mortes accrochées à sa ceinture. Il y a des faisans et des oiseaux sauvages, des petits écureuils, et aussi une nichée de lapins. Cette nichée, c'était vraiment une surprise. À l'origine, elle poursuivait un écureuil qui grimpait à un arbre, quand soudain, une tête de lapin est apparue sur un petit monticule de terre juste devant elle. Sui-YE a jeté un coup d'œil. Pas question de laisser filer une proie qui se présentait d'elle-même. À la vitesse de l'éclair, elle a trouvé plusieurs terriers de lapins à proximité et les a bouchés avec des pierres. Elle n'a laissé qu'une seule sortie, puis a fait brûler une poignée de feuilles mortes humides. La fumée épaisse a envahi le terrier, et les 7 lapins sont tous sortis en courant. Elle a attrapé toute la nichée vivante. Ils n'étaient pas petits du tout, on voyait bien que c'était une famille. Les 2 plus grands étaient bien dodus, et les 5 petits étaient aussi en pleine forme. Leur fourrure grise était lustrée et brillante. Sui-YE n'aimait pas manger la viande de lapin, mais elle adorait leur peau pour en faire des vêtements, des gants ou des écharpes. C'est tellement chaud en hiver. À cause de cette nichée de lapin, la jeune femme a dû s'arrêter près d'un abri rocheux dans les parages. Les tarots qu'elle avait apportés étaient finis, et il ne lui restait plus qu'un tiers de son eau. Un mince filet d'eau coulait sur la paroi rocheuse. Sui-YE a utilisé un bâton, comme on en trouve partout dans la forêt, pour creuser un petit trou. Elle a attendu un moment. Le filet d'eau s'est accumulé pour former une petite flaque. La nuit était complètement tombée, alors elle a allumé un feu de camp. Elle a tué l'oiseau capturé, déjà épuisé à force de se débattre, et l'a fait rôtir. Elle avait dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Un seul oiseau était loin d'être suffisant, alors Sui-YE a aussi fait griller le faisan. La viande rôtie était couverte d'une fine couche de graisse. Une seule bouchée libérait un parfum savoureux. Elle, qui n'avait pas mangé de viande depuis longtemps, a dévoré son repas. En un rien de temps, elle a englouti l'oiseau, et le faisan, ne laissant pas une miette. Une fois rassasiée, elle a ajouté quelques bûches au feu. Puis, Sui-YE s'est reposée. Elle devait préserver ses forces. Dans la montagne, l'écart de température entre le jour et la nuit est grand. La jeune femme a dû se couvrir de feuilles mortes. Ainsi, elle pouvait non seulement garder sa chaleur, mais aussi se cacher pour éviter d'être repérée par de grands prédateurs en chasse. Au milieu de la nuit, une pluie fine a commencé à tomber, éteignant le feu. Une rafale de vent froid l'a frappée, et Sui-YE a frissonné, réveillée par le froid. Elle a été instantanément réveillée. Les bêtes sauvages n'aiment pas sortir quand il pleut. La jeune femme est partie sous la pluie, continuant à chercher un abri. Finalement, à l'aube, elle a trouvé un endroit. Une grotte naturelle dissimulée dans un bouquet d'herbes folles. Elle était trempée jusqu'aux os. Sui-YE était épuisée et morte de sommeil, mais elle n'osait pas se reposer. Elle a trouvé quelques branches cassées pas trop humides et a allumé un feu dans la grotte. Grâce au feu, la chaleur de son corps, qui disparaissait rapidement, a finalement commencé à revenir. Ce n'est qu'à ce moment-là que Sui-YE a eu le loisir d'observer l'endroit où elle se trouvait. C'était une grotte naturelle. L'espace à l'intérieur n'était pas très grand.
Mais la hauteur sous plafond était bonne. Et surtout, il n'y avait pas d'excréments d'animaux, ce qui signifiait que ce n'était le repère d'aucune bête. C'était tout simplement un refuge parfait. La jeune femme a décidé sur le champ de s'installer ici pour les jours à venir. En une matinée, SUYE a préparé les 7 lapins. Les peaux, une fois retirées, étaient en parfait état. Elle les a traités sommairement avec de la cendre de bois. Elle a fait rôtir toute la viande d'un coup. Comme ça, il suffirait de la réchauffer quand elle voudrait en manger. À midi, la pluie a complètement cessé. SUYE a bien dissimulé l'entrée de la grotte. Puis elle a pris ses armes et est partie à la recherche d'un point d'eau. En chemin, SUYE découvrit de nombreuses traces d'animaux sauvages, principalement des loups et des singes. Il y avait au moins une troupe de singes et une meute de loups dans les parages. SUYE avança tout le long en retenant sa respiration. En chemin vers le point d'eau, elle tira 2 flèches. Elle toucha une belette de Sibérie et un chevreuil. Après l'entraînement de la veille, elle était devenue très précise au tir à l'arc. Elle leur laissa délibérément la vie sauve, en évitant les points vitaux. Ce ne sont pas les bâtons de portage qui manquent dans la forêt. SUYE coupa une branche épaisse. Elle attacha ses 2 proies à la branche et les transporta sur son épaule jusqu'au point d'eau. C'était un petit étang qui s'était formé naturellement dans un creux au centre du sommet de la montagne. L'eau était peu profonde et très claire, et à sa grande surprise, il y avait même des poissons. Le plus étrange, c'est que les poissons ici étaient si peu méfiants qu'elle les attrapait à chaque tentative. En peu de temps, SUYE attrapa 6 poissons pesant chacun à 1,5 kg. Elle les enfila tous sur une corde d'herbe et les suspendit au bâton. De l'autre côté, elle remplit une outre en bambou d'eau. Le crépuscule était le moment où les bêtes sauvages de la montagne étaient les plus actives. SUYE quitta le point d'eau en avance, portant ses proies du jour, et se cacha à proximité pour observer la situation. À environ 2 km du point d'eau, elle découvrit un tas d'excréments frais. SUYE reconnut au premier coup d'œil qu'ils avaient été laissés par un ours noir adulte. La jeune femme exultait intérieurement, n'ayant aucune intention de laisser passer ce magnifique cadeau. La nuit tombait. SUYE retourna à la grotte avec sa récolte du jour. Tout en faisant griller un poisson pour le souper, elle réfléchissait à la manière d'attirer l'ours noir dans un piège. Mais le ciel n'était pas clément, et la pluie se remit à tomber pendant la nuit. Et cette fois, la pluie tomba de manière intermittente pendant 2 jours d'affilée. Allongée dans la grotte, SUYE regardait le chevreuil et la belette qui se débattaient, ainsi que les quelques faisans et écureuils qu'elle avait attrapés sans effort. Refusant de redescendre de la montagne les mains vides, elle décida de continuer à attendre le bon moment. 4 jours s'étaient déjà écoulés depuis que SUYE était parti dans la montagne. Heureusement, dès le premier jour, l'oncle Liu était venu avec 2 de ses hommes. Et ils avaient fini de semer les graines de blé laissées par SUYE. Dans la hutte au toit de chaume, tout au fond du village des Liu, Liu Dalan et Liu Erlan avaient allumé un feu. Mais la maison était pleine de courants d'air, et même près du feu, il faisait encore froid. Finalement, les 4 frères et sœurs, légèrement vêtus, se réfugièrent tous sur le lit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils eurent un peu plus chaud. Cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas vu SUYE. Xinyan comptait les jours sur ses doigts et demandait chaque jour à son grand frère. Quand est-ce que Tantsu rentre? Elle ne reviendra plus, c'est ça? Ne dis pas de bêtises, elle reviendra quand la pluie s'arrêtera. Sanlang resta silencieux un instant, puis ne put s'empêcher de froncer son petit visage et de demander avec inquiétude à son deuxième frère. Tu crois qu'elle a été dévorée par les bêtes sauvages? À peine avait-il fini sa phrase, que Xinyan éclata en sanglots. Ouin. Je veux pas que Tantsu se fasse manger par les bêtes. Ses pleurs plongèrent les 3 autres dans le silence. Après 3 secondes de silence, Sanlang ne put se retenir et se mit à pleurer lui aussi. Tantsu ne veut plus de nous. C'est sûr, elle s'est enfuie. Grand frère, elle s'est vraiment enfuie? Dalan regarda les jumeaux qui pleuraient à chaudes larmes. Puis il se tourna vers Erlan, le visage blême et anxieux. Le doute qui le rongeait depuis plusieurs jours semblait se confirmer. Une vague d'amertume et de colère, le sentiment d'avoir été trompé et abandonné, lui monta au cœur. Au moment où il s'apprêtait à serrer les dents pour ordonner à ses frères et sœurs de ne plus penser à elle, on frappa soudain à la porte. Dalan. Erlan. Ouvrez, c'est votre tante. Vous avez mangé? J'ai préparé des petits pains de riz complets à la vapeur. Sortez vite les prendre. Pourquoi vous pleurez tous les deux? C'est parce que je suis rentré en retard et que vous avez faim? On ne sait pas quand la femme de votre oncle rentrera. Ces prochains jours, venez manger à la vieille maison. Elle m'a laissé quelques pièces de cuivre pour la nourriture. Pour que je m'occupe de vous 4. Dalan releva la tête, sous le choc. Elle t'a laissé de l'argent? Je pensais qu'elle nous avait abandonnés en s'enfuyant en douce. Et Dazao hocha la tête. En voyant les 2 plus jeunes dévorer leur pain de maïs,
elle marmonna d'un air maussade, en oubliant sa rancœur. Cette belle-mère que vous avez, c'est tout le portrait de votre père. Elle a un toupet plus épais que les murs de la ville. Laissez seulement quelques pièces de cuivre. Pour nourrir 4 bouches comme les vôtres, je me demande combien je vais devoir rajouter de ma poche. Ça fait déjà 4 jours qu'elle est partie. Qui sait combien de temps il faudra attendre son retour. On ne s'enfonce pas comme ça dans les montagnes profondes. Une femme faible comme elle, si jamais. Elle s'interrompit. C'est laquelle vit les 4 enfants qui la dévisageaient, les yeux ronds, l'air de dire que si elle osait dire le moindre mal de leur belle-mère, ils étaient prêts à lui sauter à la gorge. Face à cet air sauvage, Edasao se tut précipitamment. Prise d'un coup de colère, elle sortit les 2 derniers pains de maïs de son panier. Elle les fourra dans les mains de Dalan et Erlan, puis les foudroya du regard. Matin et soir, vous viendrez manger à la vieille maison. Je n'ai pas que ça à faire de vous les apporter tous les jours. Le travail ne manque pas à la maison. Et dire qu'il la protège, marmonna-t-elle à voix basse. Sur ce, elle prit son panier vide et s'éloigna rapidement. Dès que Edasao fut parti, les 4 frères et sœurs, dont les visages étaient emplis d'inquiétude un instant auparavant, se mirent aussitôt à sourire. En mordant dans leur pain de riz complet encore chaud, ils comprirent, leur belle-mère ne les avait pas abandonnés. Elle a même demandé à tante de s'occuper de nous. Grand frère, c'est sûr qu'elle reviendra avec du gibier. Erlan regardait le ciel s'éclaircir, d'un bleu intense qui emplissait le cœur d'un espoir infini. Il affirma avec certitude, elle est si forte, bien sûr qu'elle y arrivera. Dalan leva les yeux vers les montagnes ondoyantes du nord, les coins de ses lèvres se retroussant un sourire. Dépêchez-vous de manger. Quand vous aurez fini, on fera chauffer de l'eau pour vous laver le visage, vous êtes dégoûtant. Signan termina la première. Aussitôt fait, elle s'assit sagement sur le pas de la porte en attendant ses frères. Il fallait qu'ils fassent chauffer l'eau pour qu'elle soit la première à se laver le visage. Maman adore les gentils bébés qui sont bien propres. Signan écoute maman, Signan sera un gentil bébé bien propre. Une fois qu'ils se furent débarbouillés, Dalan et Erlan prirent silencieusement les balais. Ils commencèrent à faire le ménage. Perché dans un arbre, Suyume se retint, mais ne put retenir un violent éternuement. Le soubresaut fit vaciller le couteau dans sa main. Elle faillit être fauchée par la patte de l'ours noir qui se redressait. Heureusement que durant l'apocalypse, elle avait acquis des instincts de combat qui étaient toujours là. À l'instant précis où la patte de l'ours s'abattit vers elle, son corps esquiva le coup par pur réflexe. Cependant, à cause de cette esquive, l'ours noir, qu'elle avait contenu au pied de l'arbre, bondit d'un seul coup. Il atterrit dans l'arbre. Ils se firent face, une femme et un ours, sur une fourche de l'arbre. À moins de 2 mètres de distance, ils se toisaient. Suyume n'hésita pas un seul instant. Saisissant une flèche, elle banda son arc et tira en un éclair. Sans surprise, la flèche toucha l'ours noir, mais le tir manquait de puissance. Elle n'avait fait que lui entailler le cuir, ce qui ne fit que décupler sa rage. En rugissant, il bondit sur Suyume. Au moment où l'ours bondissait sur elle, Suyume avait déjà dégainé une courte lame acérée. Elle pivota sur le côté, plia les genoux et leva sa lame, y mettant près de 90% de sa force. Elle visa la seule partie blanchâtre du corps de l'ours, son abdomen, et l'enfonça de toutes ses forces. Groar! Un rugissement féroce qui a fait trembler la moitié de la chaîne de montagne. Le rugissement retentit. L'ours noir, qui un instant plus tôt était encore menaçant, s'effondra au sol en un clin d'œil dans un bruit sourd. Suyue, un couteau ensanglanté à la main, utilisa tout son poids pour poignarder l'ours qui se tordait de douleur au sol. Après un dernier hurlement d'agonie, l'ours rendit son dernier souffle à contre-cœur. Suyue, agenouillée sur sa carcasse, retira le couteau. D'un geste habitué, elle leva la main pour essuyer le sang chaud de l'ours qui couvrait son visage. Elle baissa les yeux, et en regardant la bête morte sous elle, les coins de sa bouche se relevèrent en un sourire féroce. Avec ça, l'hiver devrait bien se passer. Une fois que Suyue eut traîné l'ours noir jusqu'à sa grotte, la nuit était déjà complètement tombée. Cet ours noir pesait environ 700 gines. Il était trop lourd pour Suyue, alors elle avait fabriqué un brancard rudimentaire avec des branches pour le ramener. Le lendemain, à l'aube, la jeune femme chargea l'ours noir et ses autres proies sur le brancard et se mit en route pour descendre de la montagne. Elle ne prit pas le chemin par lequel elle était venue, mais contourna la chaîne de montagnes. Elle se dirigea tout droit vers la ville du comté de Kayang. Le royaume de Sheng n'avait pas de couvre-feu, mais les portes de la ville fermaient à la tombée de la nuit, interdisant toute entrée ou sortie. Suyue, traînant ses lourdes proies, se dépêcha et réussit finalement à entrer dans la ville de Kayang juste avant la fermeture des portes. Pour entrer dans la ville, il fallait payer une taxe d'entrée, 1 wen par personne. Aux portes de la ville, Suyue vendit un faisan sauvage d'un peu plus de 4 gines. Elle en obtint 80 wen,
paya la taxe et put enfin entrer. Les gardes à l'entrée, en voyant l'ours noir sur son brancard, passèrent de l'incrédulité à la stupéfaction la plus totale. En moins de temps qu'il n'en faut pour brûler un bâton d'encens, la nouvelle que quelqu'un avait chassé un ours noir et était entré en ville pour le vendre, était parvenue aux oreilles des gérants des 2 plus grandes auberges de la ville. C'est vrai? Absolument, patron. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un ours aussi énorme. Sa tête est plus grosse que 2 des miennes réunies. Dépêchez-vous d'y aller. Si vous tardez, j'ai bien peur que le concurrent d'en face ne l'achète avant vous. Pendant ce temps, Suygreque se trouvait à un étal de wonton près de la porte de la ville, dévorant sa nourriture. Elle commanda d'un coup 5 bols de wonton au porc, à 8 wen le bol. Elle posa 40 pièces de cuivre sur le comptoir du vendeur et s'assit tranquillement à l'unique table carrée. Elle prit un bol et commença à l'engloutir bouchée après bouchée. La vitesse à laquelle le vendeur préparait les wontons n'arrivait même pas à suivre son rythme. Elle enchaîna 3 bols. Alors que le 4e bol était encore dans la marmite, le vendeur épongea la sueur de son front. Il s'excusa, navré, madame, un instant, je vais en remettre à cuire. Au moment où le gérant Fan arriva, Suygreque venait de terminer son 5e bol de wonton. Le ventre presque plein, elle affichait un air de pure satisfaction. Depuis sa transmigration, c'était le premier vrai repas qu'elle prenait. Mademoiselle, c'est bien vous qui avez chassé cet ours noir, demanda le gérant Fan, surpris. En entendant quelqu'un parler de l'ours, Suygreque se leva, son couteau à la main. C'est le mien. Vous le voulez? Si vous prenez la bête entière, je peux vous faire un prix. Le gérant Fan dévisagea Suygreque, puis jeta un nouveau coup d'œil à l'ours, avant de demander, ne pouvant se retenir. Vous avez descendu tout ça de la montagne toute seule, mademoiselle? Toutes ces bêtes sont encore si fraîches. J'ai tué cet ours noir hier soir. Et il ne fait pas chaud en ce moment. Tout va bien. Alors, cette demoiselle compte vendre cet ours noir combien? Combien vous en offrez? Elle vient à peine d'arriver en ville, elle a été captivée par toute cette agitation. Elle n'a pas encore eu le temps de se renseigner sur le prix de ce genre de gibier. Le gérant Fan réfléchit un instant. Il proposa timidement un chiffre, 80 taels. Suygreque fit aussitôt le calcul dans sa tête. Selon le niveau de vie le plus élevé du village de Liu, une famille de 5 personnes dépense environ 20 taels par an. Ces 80 taels équivalent à 4 ans de bonne chair. C'est à peu près ça. La viande d'ours n'a pas tant de valeur que ça. C'est un peu plus cher que le porc. Une livre se vend 50 ou 60 sapèques. Et son ours noir pèse dans les 700 livres. En prenant une moyenne, la viande seule devrait pouvoir se vendre pour environ 40 taels. C'est surtout la peau, la bile et les pattes qui ont de la valeur. 40 taels pour ça, c'est pas mal du tout. D'accord. 80 taels, affaire conclue. Suygreque, généreuse, offrit même un faisan. Voulez-vous que je vous le livre tout de suite? Voyant le gérant et le serveur désemparés devant la carcasse de l'ours, Suygreque posa son couteau et son arc sur le traîneau, et souleva le tout d'un seul coup. Elle fit un signe de tête au gérant Fan pour qu'il lui montre le chemin. En voyant cette montagne d'ours, si lourde, flotter devant lui, le gérant Fan faillit en décrocher la mâchoire. Fan Jean-Guy bafouillait. Devant, Suygreque lança, on y va? Elle attendait d'être payée, après tout. Bonne. Suygreque fit glisser l'ours noir du traîneau pour le déposer sur des feuilles de bananier, préparées à l'avance dans l'arrière-cuisine du restaurant. De nombreux clients du restaurant, curieux, se sont également rassemblés à la porte de la cuisine pour tenter d'apercevoir l'ours. Des bêtes pareilles, certains n'en voient qu'une seule fois dans leur vie. En déplaçant l'ours, Suygreque s'était mis du sang sur les mains. Le gérant Fan s'empressa de demander au serveur de lui apporter une bassine d'eau chaude pour se laver. Une fois Suygreque propre, le chef cuisinier discutait déjà avec ses 2 apprentis. Ils envisageaient d'aller chercher un boucher de l'est de la ville pour les aider à le dépecer. Abattre un porc est déjà un travail de spécialiste. Alors un ours, n'en parlons pas. Suygreque s'apprêtait à retourner dans la salle principale pour être payé. Mais en entendant la conversation qui venait de la cuisine, elle passa la tête et proposa ses services. Je sais dépecer un ours. Dépouillé, d'énervé, je maîtrise tout ça. Je ne demande pas de salaire. Juste un repas pour ce soir. Et un endroit où dormir, ça me suffira. Le chef cuisinier était tenté. Il a aussitôt envoyé son apprenti demander l'avis du gérant Fan. L'apprenti y est allé en courant. Il est revenu très vite. Le gérant Fan, qui était dans la salle en train de préparer une pancarte pour annoncer les plats à base d'ours, l'a suivi. Mademoiselle, écoutez, voilà ce que je vous propose. Mon restaurant prend tout votre gibier. Laissez-moi juste passer le coup de feu, et je vous réglerai tout d'un coup.
Et pour ce qui est du dépeçage de l'ours, on vous paiera ce qu'il faut. Vous pouvez commencer. Le restaurant a justement plusieurs chambres de libre. Je vous en garde une. Vous dormirez ici cette nuit. Le gérant Fan en était maintenant certain. Suygreque était une personne hors du commun. Suygreque le remercia avec un grand sourire. Elle demanda un tablier à un apprenti et entra dans la cuisine pour choisir ses outils. Le chef cuisinier possédait toute une rangée de couteaux, de toutes les formes et de toutes les tailles. Suygreque en choisit un petit, bien aiguisé, et se mit au travail. Ses gestes étaient d'une efficacité redoutable. Le temps que 2 bâtons d'encens se consument, et Suygreque avait retiré la peau de l'ours, d'une seule pièce. Les 2 apprentis la regardaient avec des yeux pleins d'admiration. Si leur propre maître n'avait pas été là, ils étaient si impressionnés qu'ils auraient voulu s'agenouiller pour redevenir ses disciples. La peau d'ours fut d'abord sortie pour être suspendue à une perche dans l'arrière-cour. Ensuite, le gérant s'occuperait de trouver quelqu'un pour la traiter. Suygreque changea pour un couteau plus effilé. Il sépara les os et les pattes de l'ours. Quant aux parties les plus précieuses comme la vésicule biliaire, le gérant Fan s'occupa d'en faire la promotion dans la salle principale. Déjà, des clients se pressaient, désireux de goûter une pâte d'ours bien chaude. Pendant que Suygreque découpait la viande, le chef cuisinier allumait les fourneaux et s'emparait de sa louche. Tout le restaurant était illuminé, vibrant d'une activité frénétique. Tout s'est terminé tard dans la nuit, à la fermeture du restaurant. Le chef a alors préparé une grande marmite de ragoût pour tout le monde. Chacun reçut un bol de nouilles et un grand pain à la vapeur, à manger avec la soupe. C'était d'un savoureux. Après le repas, Suygreque se vit attribuer une chambre simple. Il restait un peu d'eau chaude dans les cuisines. Apprenant qu'il voulait se laver, 2 apprentis l'aidèrent à lui apporter de l'eau chaude. Suygreque se pencha au-dessus du baquet et sursauta, effrayé par le reflet de cette créature crasseuse et échevelée qu'il voyait dans l'eau. Plusieurs jours dans les montagnes sans se laver l'avaient laissé sale et puant. Il s'empressa de verrouiller la porte pour prendre un bain et se laver les cheveux. Il n'avait que ses vêtements sales, sans rien pour se changer. Mais il ne pouvait pas rester nu. À contre-cœur, il n'eut d'autre choix que de les renfiler. La nuit était déjà bien avancée. Il vida l'eau. De retour dans sa chambre, il s'endormit à l'instant où sa tête toucha l'oreiller. Ce sommeil fut le plus réparateur que Suygreque ait eu depuis sa transmigration. Le jour se leva. Suygreque s'éveilla naturellement et fit une toilette rapide. Il prit son arc et son poignard et descendit dans le hall principal. En le voyant sortir, le gérant Fan s'empressa de le payer. Tout son gibier s'était vendu pour un total de 85 taels et 310 sapèques. Le gérant Fan lui donna 4 lingots de 20 taels et 2 pièces d'argent, plus 5 taels d'argent en morceaux et 310 pièces de cuivre, le tout placé dans une bourse en tissu qu'il lui tendit. La bourse était lourde et bien remplie dans sa main. Suygreque commençait à comprendre ce que signifiait l'expression être riche comme Crésus. Après avoir quitté le restaurant, Suygreque fit le tour de tout le comté de Kayang et acheta tout ce qui lui manquait, 400 jins de riz fin, 100 jins de millet doré, et 50 jins de soja, plus 50 jins de petit mil. Un total de 600 jins de céréales. Assez pour le nourrir, lui et ses 4 enfants, pendant 4 mois. De quoi passer l'hiver tranquillement. Après les céréales, Suygreque se rendit chez un marchand de tissus où il acheta 3 couettes en coton de 10 jins chacune, 3 couvertures fines, ainsi que 3 paillasses en fibre de palmier. Il prit également 5 jins de coton brut. Il acheta un rouleau du tissu de coton blanc le moins cher, et un rouleau de cotonnade cyan, ainsi qu'un rouleau de toile rouge grossière. Le rouge servirait à confectionner des vêtements neufs pour le nouvel an. La boutique vendait aussi des vêtements d'occasion, qui provenaient sûrement d'un prêteur sur gage. Suygreque vit que les prix étaient raisonnables, et en jetant un œil à ses propres vêtements, en lin devenu absolument immétable, il choisit sans hésiter une tenue à sa taille. Il en acheta également une pour chacun des 4 enfants, ainsi qu'une paire de chaussures pour tous. Pour lui-même, Suygreque prit des bottes en cuir. Pour les 4 enfants, des chaussures en toile grossière, tout à moitié usées. Le tout lui coûta 10 taels d'argent. Au moment de payer, Suygreque en eut le souffle coupé. Pas étonnant que tout le monde achète le matériel pour tout faire soi-même à la maison. En quittant le marchand de tissus, il se rendit ensuite au bazar. J'ai acheté tout le nécessaire pour le quotidien, huile, sel, sauce, vinaigre, ainsi que des casseroles, des bols et des baguettes. Une fois les courses terminées, Suygreque a dépensé 30 ouans à la porte nord de la ville. Elle a loué une charrette à bœuf avec son conducteur pour aller charger les provisions qu'elle venait d'acheter. C'est avec une charrette pleine à craquer qu'elle a pris le chemin du retour vers le village de Liu. Ce chargement lui a coûté 18 taels d'argent. Il lui reste maintenant 67 taels et 3000 ouans d'argent. Suygreque a l'intention de mettre de côté 50 taels pour les urgences, et de ne pas y toucher.
Avec les 17 taels restants, elle compte s'en servir pour faire fabriquer quelques meubles convenables et rénover sa paillote délabrée. Ensuite, elle fera construire un mur d'enceinte. Sans mur, elle n'a aucune intimité, et elle n'est jamais tranquille quand elle laisse quelque chose à la maison. Elle a toujours peur qu'on vienne lui voler. C'est à la tombée de la nuit qu'ils sont finalement arrivés au village de Liu. Sui-Gue, pressé de retrouver ses 4 petits, n'avait qu'une hâte, être à la maison. Mais à peine entré dans le village, une femme plus âgée l'interpella, « Ma petite, rentre vite voir chez toi. Ton Liu Laozan est de retour. Liu Laozan est de retour. » Vivant ou mort? Sui-Gue a failli poser la question, mais elle s'est dit que ce n'était pas à elle de demander ça. Elle a hoché la tête en direction de Belle-Sœur Zhu, puis s'est tournée vers le cocher pour le presser d'aller plus vite. Elle s'est mise à marcher à grandes enjambées vers sa maison. Mais avant même d'y arriver, elle a vu une foule attroupée devant sa paillote sur la colline. Belle-Sœur l'a aperçue la première. Elle s'est écriée, ravie, « Belle-Sœur, te voilà enfin de retour. » Devant la porte, tout un cercle de personnes s'est tourné d'un seul coup vers le pont. La foule s'est écartée pour laisser un passage, et le visage familier de Lin Herbao est de nouveau apparu. Sui-Gue a resserré sa prise sur son couteau et a dit au cocher de ne pas avoir peur. Ce dernier s'est avancé seul et lui a demandé d'un ton désagréable, « Qu'est-ce que tu fiches encore ici ?» En effet, Liu Zi était vivant, mais à moitié mort. Il était couvert de bleu, surtout son si joli visage dont il était si fier. Il était maintenant méconnaissable. Dalan et ses 3 frères et sœurs étaient penchés sur lui, l'appelant pour qu'il se réveille. En voyant Sui-Gue apparaître, leurs yeux se sont illuminés, presque par réflexe, ils ont lâché Liu Zi pour courir vers Sui-Gue. « Maman !» Les 4 enfants se sont précipités derrière elle. Ils ont regardé ses vêtements neufs, puis la charrette à bœuf pleine à ras-bord sur le pont. Ils ont compris qu'elle avait dû attraper une proie et étaient fous de joie. Sui-Gue a caressé la tête de chacun des 4 enfants et a dit d'une voix douce à Dalan et Erlan, « Emmenez votre petit frère et votre petite sœur à l'intérieur. Je m'en occupe. » Dalan a regardé Sui-Gue intensément. Il a hésité quelques secondes, puis a obéi et a emmené ses frères et sœurs à l'intérieur. Dès que la porte s'est refermée derrière les 4 enfants, le couteau dans la main de Sui-Gue s'est levé d'un geste vif. Rapide comme le vent, elle l'a placé sous la gorge de Lin Herbao. Les villageois et les membres de la famille Liu, spectateurs de la scène, eurent un hoquet de stupeur. Les hommes de main de Lin Herbao ont immédiatement levé leurs armes à leur tour. Ils ont encerclé Sui-Gue, prêts à en découdre. Le premier qui bouge, je le tue. La froideur de la lame sur son cou, l'odeur de sang qui émanait du manche du couteau. Lin Herbao en a eu la chair de poule. Arrêtez tout. Personne ne bouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Sui-Gue a jeté un regard à l'homme à moitié mort par terre. C'est plutôt à moi de te demander ce que ça signifie. Je t'avais pourtant dit de ne pas me le ramener vivant. Et qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Liu Laozan avait raison. Tu es vraiment une vipère. J'ai eu la bonté de te le ramener vivant, et non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu veux ma peau. Tu as ramené cet homme. Et la dette? On fait une croix dessus? Bien sûr que non. Les yeux de Sui-Gue se plissèrent dangereusement. Lin Herbao sentit un frisson le parcourir sous son regard. Il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait une telle femme en flux dans la famille de Liu Laozan. S'il avait su, il ne serait jamais venu aujourd'hui. Alors qu'il s'apprêtait à conseiller à Sui-Gue de ne pas être impulsive, elle rengaina son couteau et tendit la main. Lin Herbao était complètement déconcerté. Il se toucha inconsciemment le cou. Son cou était toujours là. Quel soulagement! Mais qu'est-ce qu'elle fabriquait? La reconnaissance de dette. Lin Herbao avait les jambes en coton, et ses frères voulaient profiter de l'occasion pour s'en prendre à Sui-Gue, comme si leur compétence de pacotille faisait le poids face à cette femme. Après plusieurs regards en coin, Sui-Gue sortit lentement la reconnaissance de dette qu'elle venait de montrer à Liu Laoan et aux autres. Sur le papier, 2 lignes étaient écrites d'une main maladroite. C'était l'écriture de Liu Zi. Il y était écrit que Liu Zi avait emprunté 20 taels d'argent à Lin Herbao. Il était convenu de rembourser un total de 22 taels, capital et intérêt compris, 2 mois plus tard. Si à l'échéance le paiement n'était pas fait, chaque jour de retard ajouterait un tael d'intérêt. La date de signature était le 30 juillet. Nous sommes le 28 octobre, soit 28 jours après la date limite. Le montant total à rembourser, capital et intérêt compris, s'élevait à 50 taels. En voyant ce chiffre, même Sui-Gue ne put s'empêcher de jurer. Il correspondait exactement aux 50 taels qu'elle avait mis de côté comme économies intouchables. Il fallait que ça tombe comme ça. D'autant que la famille de Liu Laoan travaillait dur du début à la fin de l'année, comptant sur les récoltes de leurs terres et l'argent économisé grâce au tissage des femmes de la maison. Au mieux,
il pouvait espérer économiser 2 ou 3 taels d'argent. Cette dette représentait pour n'importe quel habitant du village de Liu une somme astronomique, inimaginable. Si Liu Zi n'était pas étendu sur le sol, couvert de bleu, Liu Laoan aurait voulu tuer de ses propres mains ce fils indigne. Sui Yu n'était pas en reste. Ses poings se serrèrent et se desserrèrent, et on pouvait entendre le grincement de ses dents. Le son était particulièrement menaçant. Notre argent ne tombe pas du ciel, à nous non plus. Mes frères et moi, nous avons des mères et des aînés à la maison. Et nous avons des femmes et des enfants à nourrir. Toute la famille compte sur nous pour vivre. Si nous ne récupérons pas cet argent, nous aurons aussi de gros ennuis. À l'entendre parler, on aurait dit que c'était Sui Yu qui l'intimidait. Et Dazao et Kidazao, en voyant la charrette à bœuf pleine de marchandises sur le pont, voulurent demander à Sui Yu si sa récolte dans la montagne avait été bonne. Peut-être pourrait-elle l'utiliser pour rembourser la dette? Mais avant même d'ouvrir la bouche, elles furent réduites au silence par les regards assassins de Liu Laoan et Zhang Shi. Sui Yu prit une profonde inspiration. Impossible de calmer cette colère. D'un coup de pied violent, elle frappa les fesses de l'homme étendu par terre. Le corps de ce dernier trembla légèrement. Les yeux fermés, il n'osait pas bouger. Absolument pas. Sui Yu regarda le cercle de gens qui l'entouraient, ferma les yeux et soupira. L'un Herbao et le vieux Liu. Zhang Shi fit un signe de la main pour nous dire de ne pas parler. Le vieux Liu et elle échangèrent un regard. Ils hochèrent la tête. Les deux aînés avaient tout compris. La femme du troisième fils est vraiment redoutable. Elle n'a même pas peur de l'un Herbao. Peut-être qu'elle a une solution. L'un Herbao était mort de peur, mais devant ces hommes, il ne pouvait pas perdre la face. Il fit un signe de tête à Sui Yu, pour lui parler en privé. Les 4 se rendirent derrière la maison, à l'abri des regards indiscrets des villageois. Papa, maman, je vous ai demandé de venir, pour que vous soyez témoins. Témoin de quoi? Pour cette dette, je t'accorde une faveur. Au final, combien tu comptes me rendre? Donne-moi un chiffre. Quant aux 50 taels, laisse-moi te le dire clairement. C'est absolument impossible. Elle jeta un coup d'œil à la machette qu'elle tenait, et à la houe que l'un Herbao serrait fermement. Elle savait que l'un Herbao avait des supérieurs. Bien que l'argent ait été prêté au nom de l'un Herbao, l'argent n'était certainement pas à lui. Si c'était arrivé un peu plus tôt, quand Sui Yu a dit qu'elle lui accorderait une faveur, l'un Herbao n'aurait pas pu s'empêcher de ricaner. Mais maintenant, il se disait soudain que ça valait le coup d'y réfléchir. Quand on est du milieu, on finit toujours par prendre des coups. Et si un jour il avait besoin de cette faveur de Sui Yu? L'un Herbao pesait le pour et le contre. Sui Yu ne le pressait pas et attendait patiemment. Le vieux Liu et Zhang Shi se tenaient serrés dans un coin, le cœur battant à tout rompre, si nerveusement qu'il allait leur sortir de la poitrine. Soudain, l'un Herbao laissa échapper un long soupir. Il regarda Sui Yu, impuissant, et dit, « Ma bonne dame. Et si un jour je ne vous trouve plus ?» Les coins des lèvres de Sui Yu se retroussèrent. Elle eut un ricanement froid et ne répondit pas. L'un Herbao comprit alors qu'il n'avait absolument pas le choix. Sinon, non seulement il ne reverrait pas un sou, mais il risquait même de laisser sa peau ici. L'intuition de l'un Herbao était bonne. Sui Yu n'en avait absolument rien à faire de Liu Zi. Qu'il vive ou qu'il meure, cela lui était égal. La seule chose qui lui importait, c'était de rester ici, au village de la famille Liu, et d'y avoir un statut pour ne pas finir en exil. L'un Herbao prit plusieurs grandes inspirations, son cerveau tournait à plein régime. Après avoir fait ses calculs en un éclair, il donna finalement un chiffre, 38 taels. C'est le minimum. Si même ça, vous ne pouvez pas le rembourser, alors il n'y a plus rien à discuter. L'un Herbao se montra ferme à son tour. C'était le montant plancher qu'il pouvait proposer. Sinon, il ne pourrait pas se justifier auprès de ses supérieurs, et il finirait mort de toute façon. D'accord. Passez-moi la reconnaissance de dette. Vous avez de quoi écrire, n'est-ce pas? On va en réécrire une nouvelle, qui prouve que la dette de Liu Zi envers vous est réglée. L'un Herbao poussa un soupir de soulagement. Il avait bien du papier et un pinceau, mais il ne savait pas écrire. Sui Yu lui lança aussitôt un regard dédaigneux. Fou de rage et de honte, l'un Herbao appelle ses hommes. Ils apportent le pinceau, l'encre, le papier, la pierre à encre et la pâte à seau, et fourrent le tout dans les bras de Sui Yu. Modèle. L'air de me défier du regard, genre vas-y, écris si tu peux. Qui l'eût cru? Eh bien, il se trouve qu'elle sait vraiment écrire. Justement, il y a une souche pour fendre du bois juste là. Sui Yu s'est mise à écrire dessus. En quelques traits rapides, elle a rédigé 2 nouvelles reconnaissances de dette, l'une au nom de l'un Herbao, l'autre au nom de Liu Zi. Comme elle et Liu Zi sont légalement mariés, elle a le droit de signer et d'apposer sa marque en son nom. Cependant, après que l'un Herbao a signé, Sui Yu, elle,
n'a pas bougé. Elle s'est tournée vers les deux aînés à ses côtés. Père, mère. Il y a une chose que vous devez d'abord me garantir. C'est à cette seule condition que je signerai ce document. Je veux bien rembourser cet argent pour Liuzi. Mais à partir de maintenant, sa vie m'appartient. Dorénavant, dans notre foyer, c'est moi qui commande. Vous devrez être de mon côté. Vous ne devrez vous opposer à aucune de mes décisions. Autrement, je ne signerai pas. Et laissons ce vaurien de Liuzi crever dehors. Ah, ma chère belle-fille. Je sais que notre troisième fils est un bon à rien. C'est une vraie injustice que tu sois mariée à lui. Aujourd'hui, que tu sois prête à oublier le passé pour payer ses dettes, ton père sait que tu es quelqu'un de bien. À l'avenir, dans cette maison, c'est toi qui décideras. Si après ça, notre troisième fils ne se repent toujours pas et continue ses bêtises. Même si tu le bats à mort, ta mère et moi ne t'en tiendrons absolument pas rigueur. Parfait. Avec votre garantie et celle de mère, me voilà rassuré.